i giovanotti in circa di scambiare, a volti patrioti, paroli a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Allez, je vous dis bonjour à tous, bonjour, et merci d'être ici. Merci beaucoup d'être ici. Je vous dis pourquoi je vous le dis avec beaucoup de sincérité, c'est parce que, d'abord c'est un mercredi, il est 14h, on a tous des activités, et venir à une conférence, quelle que soit la thématique, c'est un vrai acte de, je dirais, volontaire d'aller rencontrer quelqu'un ou d'aller rencontrer un thème. Et moi qui, dans mon travail, habituellement, propose aussi aux gens de faire des conférences quand c'est pas moi qui ai le micro, je sais à quel point, et moi-même qui me déplace vers des conférences, je sais à quel point c'est engageant d'aller quelque part. Donc ça m'honore que vous soyez là. Vous avez fait l'effort de venir. En tout cas, je le note, je dirais, comme une obligation d'être au niveau pour vous raconter des choses qui peuvent vous intéresser. Alors, cette rencontre a un titre un peu spécial. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce titre-là? Je ne sais pas si vous êtes vraiment certain d'être venu voir ce que vous allez voir. Parce que finalement, ce n'est pas des salades. OK, il y a un flamant rose, OK. Mais après tout, qu'est-ce qu'on peut raconter avec ce titre un peu générique, hein? Il n'est pas... Alors, il y a ici un jeune étudiant qui a été celui qui a trouvé le titre de l'ouvrage, donc on peut lui rendre hommage, sachant qu'il y a, et ce n'est pas des bêtises, sachant qu'il y a, par le passé quelques années, j'avais déjà écrit 2 livres qui étaient issus de chroniques que je fais à la radio, et c'était des chroniques et des livres donc très végétaux, chroniques et livres. Et là, pour le coup, sur ce 3e tome que je viens vous présenter, mais ce n'est pas du tout la présentation d'un ouvrage, en fait, c'est une conférence qui s'articule autour de ce que j'ai pu raconter ici. Je ne suis pas tellement végétal, je suis très animal. En fait, on continue à parler du monde vivant, c'est ce qui m'intéresse. On continue à parler du monde, non pas qui nous entoure, mais dans lequel on vit. Et pour le coup, effectivement, vous aurez sur cette présentation aujourd'hui à la fois des dernières nouvelles des sciences, c'est aussi sur ces points-là qu'on s'appuie pour raconter des choses, mais je dirais quelque chose de beaucoup plus faunistique, beaucoup plus animalier, moins végétal que pour ceux qui connaissent un peu ce que je peux parfois raconter, j'ai pu faire par le passé. Alors, on va voir ensemble combien le vivant est intéressant quand on prend le temps de regarder les mécanismes un peu secrets parfois qui se cachent derrière. Et puis on va aussi parler un petit peu d'histoire parce que vous allez voir qu'à travers, forcément, ce que je vais vous raconter, il y a beaucoup d'histoire. D'histoire avec un petit ou un grand H. En fait, j'aimerais bien commencer avec vous cette rencontre par cette image. C'est une image, évidemment, qui vous parle. Pourquoi est-ce que je vous la mets? Parce qu'en fait, vous le savez, il y a aujourd'hui, dit-on, 66 millions d'années, pendant longtemps c'était 65, il y a 66 millions d'années, une météorite va s'écraser du côté de la péninsule du Yucatan, on est près du Mexique, 14 km de diamètre, plus de 100 km pour le trou qu'elle va provoquer, bien sûr, tsunami derrière, une hécatombe au niveau faunistique et floristique, et c'est par là qu'on explique notamment la fin des dinosaures. Vous connaissez l'histoire, hein? On parle d'extinction de masse. En l'occurrence, avec cette météorite, il y a 66 millions d'années, on parle, dans l'histoire du vivant, de la Terre et de ce qu'elle a pu abriter, de la 5e extinction de masse. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé ici, vous l'avez là, à la 6e extinction de masse du vivant qui est en cours. Ça, on ne le sait pas toujours. On entend beaucoup parler du climat. Ce n'est pas du tout une conférence alarmiste, hein, vous allez voir, pas du tout. Là, c'est juste quelques chiffres pour commencer. Après, il n'y a pratiquement que des histoires et des images. Néanmoins, c'est intéressant d'en parler. Regardez, on était il y a 66 millions d'années, ici. On était avec, on dira, cet astéroïde dont on vient de voir quelques images. La fin des dinosaures. Alors, on sait qu'officiellement, les dinosaures avaient commencé à péricliter un peu plus tôt pour leur grand groupe, hein, et que finalement, la météorite a été un coup d'arrêt qui va finalement les faire, à part les oiseaux, disparaître de la Terre. Mais en réalité, ils étaient déjà un petit peu en difficulté quelques millions d'années plus tôt. En tout cas, 75% du vivant a disparu sur la Terre il y a 66 millions d'années. Mais regardez, un peu plus tôt, on ne va pas tout faire, hein, mais il y a une 4e, 3e, 2e et évidemment une première extinction de masse. Ça veut dire que régulièrement dans l'histoire de la Terre et des êtres vivants qu'elle abrite, il y a eu des disparitions massives. Mais ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'on parle bien sûr beaucoup du climat et que c'est parfois lié, mais pas que, eh bien c'est qu'on est bien dans une 6e extinction de masse des espèces, mais elle est en cours. Et surtout, c'est la première fois dans l'histoire
de la Terre et non pas de l'humanité que, officiellement, là les scientifiques aujourd'hui n'ont plus de doute là-dessus, c'est l'homme qui est responsable de cette extinction. Par le passé, ça a toujours été un élément naturel extérieur, en tout cas à un animal. Si ce n'était pas un humain, ce n'était pas un autre animal qui avait provoqué ça, c'était généralement de fortes glaciations, une problématique de gaz dans l'atmosphère ou cet astéroïde. Cette fois-ci, c'est véritablement l'humain, pour le coup, qui est le moteur de l'extinction de masse animale et végétale qui est en cours. Quelques chiffres. Bon, vous n'êtes pas obligé de les retenir, mais je vous le dis quand même, parce que justement, le climat, c'est important, c'est primordial, bien sûr, et ça a derrière de vraies incidences sur les animaux aussi. Mais regardez les chiffres. Depuis 1970, on est quelques-uns dans la salle à avoir connu cette date-là, depuis 1970, vous avez quand même 60% de la population, vous le voyez ici, des animaux sauvages qui ont disparu de la surface du globe. Ce n'est pas 60% des espèces, hein. C'est une hécatombe à l'intérieur de chaque espèce. Donc une diminution des effectifs incroyable. 60% des animaux vivant sur Terre, quel que soit leur ordre, a disparu depuis 1970, dans l'indifférence quasi totale. On en parle peu, en fait, de cette extinction du vivant. Plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont en danger. Et pense-t-on aujourd'hui, si rien n'est rétabli en termes de venir au chevet du vivant, eh bien en 2100, ce million d'espèces supplémentaires devrait... Là, on parle d'espèces, on ne parle pas de millions d'individus, hein, on parle de millions d'espèces, pourraient avoir disparu, et la Terre, vous le voyez, qui est altérée. Alors, intéressant, regardez ce petit graphique, et c'est le dernier que je vais vous montrer. Après, il n'y aura quasiment que des images, je vous l'ai dit, c'est pas tant que l'image soit plus acceptable, mais c'est parce que les chiffres, parfois, peuvent être angoissants, bon, et puis le but, c'est pas de les communiquer toujours, et de les commenter surtout en permanence. Regardez quand même un truc qui est rigolo, ou pas. Il y a 10 000 ans, bon, on est un peu plus loin que Philitose, hein, mais finalement, l'homme était déjà là, bien sûr. Hein, on est à une époque où on est chasseur-cueilleur. Il y a des historiens dans la salle. C'est un moment où on aurait pu complètement reconnaître les personnes qui étaient autour de nous à cette époque, il y a 10 000 ans, un peu plus loin que Philitose. Bien sûr, mais enfin, on est dans une ère dite néolithique, on pouvait reconnaître nos semblables. Eh bien, il y a 10 000 ans, ceux qui nous ont précédés sur la Terre, vous le voyez ici, avaient autour d'eux énormément d'animaux sauvages. 99% des mammifères dans lesquels on était compris en tant qu'humains, il y a 10 000 ans, c'était des animaux sauvages. Hein, nous, on représentait simplement 1%, nous étions 10 millions sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 7,8 milliards, 8 milliards pour faire simple, 8 milliards d'humains, mais regardez la différence derrière. Regardez le nombre d'animaux sauvages, il n'y a quasiment plus rien en 10 000 ans. 1% seulement en proportion des mammifères sur la planète, ça reste des animaux sauvages, 99%. Dans l'histoire de l'homme, c'est il y a que quelques années ici, hein. Et par contre, énormément d'animaux d'élevage. Une surpopulation incroyable de poulets. Les poulets et les veaux, les bœufs, mais surtout les poulets, c'est plus impressionnant parce qu'ils sont plus petits, sont bien plus massifs en termes de tonnage sur la Terre que tous les autres animaux qui vivent autour. Les poulets de batterie, je parle, hein, les poulets d'élevage. Ça veut dire qu'il y a une vraie disproportion entre le monde sauvage et le monde capté par l'homme, avec malheureusement parfois, quand ça se passe mal, les zoonoses qu'on connaît, donc la promiscuité entre les deux qui fait qu'il peut y avoir quelques maladies embêtantes. On a connu ça il y a quelques années. Alors, pour autant, ne jamais oublier évidemment qu'on vient nous-mêmes du milieu sauvage. C'est parfois pas évident pour des jeunes. Moi, je le vois quand ils passent pas très loin de nous dans nos structures. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas encore qu'ils sont de grands singes. C'est-à-dire qu'en termes de classement dans le vivant, par les biologistes, les hommes, Homo sapiens, ne sont rien d'autre que des primates grands singes. Tout comme des chimpanzés, des bonobos, qui sont des cousins en termes de lignée par buissonnement, eh bien, sont des grands singes. Oui, on est des singes un peu évolués, bien sûr, peut-être parfois un peu trop, ou étonnamment évolués. Mais néanmoins, on est toujours dans cette catégorie. On a peut-être un peu oublié justement ce rapport au vivant qui nous a pour autant tellement entourés. Il y a 65 millions d'années, les premiers primates naissaient. Ce n'est que nous, depuis quelques années, au regard de l'histoire de l'homme, qu'on est dans des villes et qu'on est dans des maisons et qu'on est dans des amphithéâtres comme ça. Mais 65 millions d'années d'évolution des primates que nous sommes, c'est passé au contact de la nature. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de difficulté aujourd'hui. Regardez cette image. Avec quelques chiffres, parfois, on ne se sent pas toujours bien dans cette civilisation, hein, quelle que soit son habitude de vie. Alors bien sûr, il y en a qui sont un peu sur des chiffres différents. Mais vous et moi, dans le public, nous passons en moyenne, qu'on le veuille ou non, à moins qu'on soit jardinier, à moins qu'on ait un métier véritablement un métier d'extérieur, ce qui est assez rare hein, par rapport à tous les métiers qui existent, bien nous sommes 21 heures sur 24 dans un habitacle. Que ce soit dans une voiture, que ce soit dans un bureau, que ce soit à la maison, nous passons toutes et tous, en moyenne en France, pour des actifs, je ne prends pas des retraités ou je ne prends pas des gens qui sont malades évidemment, 21 heures sur 24 dans un habitacle. Les enfants, c'est moins.
un enfant en Corse passe en moyenne, au cours de toute son enfance, 23 heures sur 24 dans un habitacle. Ça veut dire que même chez nous, entourés de nature, nous avons des jeunes qui ne voient pas la lumière de l'extérieur, en tout cas connexion avec l'oxygène extérieur, plus d'1 heure par jour. Et bien souvent, dans les statistiques, c'est dans les cours d'école que ça se passe, avec l'obligation de sortir, bien sûr, à la récré. Mais sinon, c'est, à part s'ils vont à pied à l'école, c'est la voiture, puis on rentre à la maison, puis après c'est le soir, et puis après c'est la nuit. Puis hormis le week-end, si les parents les sortent, s'ils ne vont pas jouer tout seuls, avec la chance d'avoir une cour, un village et des habitudes, ça c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'on a été vraiment, qu'on le veuille ou non, coupé. En termes d'évolution, c'est très important. Vous avez passé 65 millions d'années au contact des arbres, et depuis rien du tout, depuis quelques secondes à l'échelle d'une année, vous êtes au contact d'habitacles en permanence. Vous êtes, et je suis bien sûr, quand je dis vous êtes, vous autres Homo sapiens, nous autres. En ce moment, c'est ça la stat. Et je ne parle pas de télévision. Nous passons toutes et tous, en moyenne, 62 jours par an sur le téléphone. C'est 62 jours par an que nous passons sur le téléphone. Ça veut dire les yeux sur l'écran du téléphone. Si je prends la télé le soir, par exemple, pour une émission qu'on peut regarder, évidemment, ça va beaucoup plus haut. Ça, ce n'est que 2 mois et 2 jours sur le téléphone par an. C'est pas grave. C'est important souvent. On en a besoin pour le travail, bien sûr, le téléphone. Mais à la fin, c'est une déconnexion assez folle qui fait que les spécialistes aujourd'hui parlent de ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience de nature, ou le déficit de nature. Ça, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais c'est à l'origine de plein de petits mots civilisationnels, comme on dit. Ça veut dire la problématique de stress, la problématique d'obésité, la problématique de sécrétion hormonale particulière, de petites dépressions. Je ne parle pas de grandes maladies, mais je parle de choses chroniques et quotidiennes. On ne sait pas trop pourquoi on n'est pas bien. Il y a des trucs qui ne vont pas, et puis on est très irritable. Et puis on a des taux d'insuline qui ne sont pas normaux. Chez plein de personnes, des petits maux du quotidien qui n'ont rien à voir avec des grandes maladies, malheureusement génétiques ou qui peuvent être transmises par la famille, sont dus, aujourd'hui on le sait, au manque de connexion avec la nature et avec le vivant autour de soi. On va beaucoup parler d'animaux, mais j'aurais parlé de végétaux, c'était la même chose. Et pourtant, regardez, aujourd'hui, il y a plus de 400 études qui le disent. Autrefois, c'était vraiment marginal, les scientifiques qui regardaient ce que la nature peut apporter aux humains lorsqu'ils la refréquentent de nouveau, après cette trop longue déconnexion qui est celle du siècle que nous vivons. Évidemment, ça c'est des études, je ne vous ai pas mis à chaque fois les pourcentages, mais elles ne sont plus du tout contrariées par aucun des groupes qui pourraient chercher à regarder comment a été faite l'étude et comment est-ce qu'on pourrait regarder d'autres résultats. C'est consolidé à chaque fois. Voilà, quand vous fréquentez la nature, que ce soit aller pêcher dans une rivière ici, dans la Restonica par exemple, que ce soit vous promener à Vitsavona, que ce soit tout simplement faire une balade dehors. Il faut être entouré de verre. Si vous êtes dans du béton, ça ne marche pas. On a regardé dans les études. Ce n'est pas parce que vous êtes dehors, mais en plein cœur de Corté avec du macadam et du béton autour que l'action se passe physiologiquement ou physiquement. Ça se passe quand vous êtes au contact du verre ou de l'eau, essentiellement, c'est-à-dire un élément très brut, très archaïque. Voilà, renforcement du système immunitaire, je ne vous lis pas tout, vous l'avez vite fait. Pour les enfants, évidemment, il y a ici des institutrices. À chaque fois que vous êtes à l'extérieur avec un enfant, on ne peut pas toujours le faire. On ne peut pas toujours le faire, il y a même des cours d'école où on refuse de planter des arbres, où les parents d'élèves disent non, je ne veux pas d'arbres dans la cour parce que les enfants pourraient se faire mal. Et pour autant, qu'est-ce que ça peut être chouette, à minima, d'avoir un arbre au-delà de l'ombre qu'il peut apporter, évidemment. Eh bien, moins sujet à la myopie, niveau d'attention supérieure, plus de créativité, plus d'empathie, tout ça a été mesuré. Ce n'est pas simplement un truc qui fait joli à dire en disant oui, on va se promener du côté de Lourdes sur un petit sentier. Eh bien, on a remarqué un truc chouette, c'est que si vous allez vous balader pendant 3 heures en pleine nature, vous gardez le bénéfice immunitaire pendant 1 mois. Ça veut dire qu'une sortie 3 heures en pleine nature équivaut en défense immunitaire boostée, notamment au niveau des globules blancs qui sont des activateurs de défense immunitaire. Eh bien, vous avez 1 mois derrière qui est sauvegardé dans votre organisme de défense boostée par les 3 heures de balade en pleine nature. Alors, ce qu'on va faire maintenant, avec cette petite introduction qui peut-être vous a convaincu qu'on est un peu déconnecté quand même dans ce monde qui nous oblige. On n'y est pas pour grand-chose, on doit aussi subir plein de choses et puis on s'y habitue aussi. Parfois, justement, ce vivant, on l'a vu tout à l'heure avec la disparition importante d'espèces autour de nous, cette 6e extinction de masse dont on parle peu mais qui est bien là, eh bien ce vivant, on ne le regarde pas toujours comme il convient peut-être. Et puis on n'a pas tous les codes, toutes les clés pour en comprendre la magie. Alors moi, ce que je voudrais faire là, justement, maintenant, c'est de vous montrer des choses absolument fabuleuses qui se passent autour de nous, alors qu'on est en train de parler à ce même micro, et pas forcément des choses spectaculaires, des choses qui se passent là, dehors,
mais parfois qu'on ne voit pas ou qu'on ne peut pas voir, parce qu'aussi il y a des mécanismes qui sont trop discrets ou trop petits. Et bien souvent, les pédagogues disent aussi que de pouvoir s'émerveiller ou d'être capable de permettre, par exemple, à des enfants de s'émerveiller, doit précéder la connaissance. Ça veut dire que quand on est capable de s'émerveiller pour quelque chose, eh bien souvent on le comprend mieux derrière quand on nous explique comment ça se passe. Donc le pouvoir de l'émerveillement, modestement, avec quelques exemples un peu spectaculaires de choses qui moi me passionnent, peut-être que ça vous parlera, bien, c'est bien souvent quelque chose qui permet de mieux connaître quelque chose. Et vous connaissez bien ce qu'avait dit le commandant Cousteau, c'est une phrase que vous retrouvez partout, néanmoins elle est jolie. On aime évidemment ce qu'on connaît. Si par exemple je vous connais, j'ai beaucoup plus de propension à vous aimer évidemment, et on protège ce qu'on aime. C'est parce que justement je vous aime que je ne vais pas vouloir qu'il vous arrive du mal. Pour le vivant, c'est la même chose. Plus on connaît le fonctionnement des végétaux et des animaux autour de nous, plus on les aime naturellement, parce qu'il y a une empathie pour quelque chose qui vous fascine. Et plus on les aime, moins on a envie, bien sûr, de les détruire ou d'en être totalement écarté. Alors, première question, tiens, puisqu'on était dans le monde animal. Qui, parmi vous, a un animal de compagnie ? Levez la main pour que je vois. OK. Ouais. Bon. Hein ? Ouais, mais il y a beaucoup de menteurs, en fait. C'est ça qui me surprend. Je pensais que j'avais affaire à une salle plutôt, je dirais, sympathique, et puis en empathie avec moi sur, par exemple, les questions que je pose. Je repose la question, vous pouvez, si vous avez menti, officiellement le dire. Qui parmi vous a un animal de compagnie ? Toujours la même chose. Bon. Mais oui, tu as raison. Ça dépend si on comprend les enfants qui sont des primates que nous avons à la maison, comme des animaux de compagnie. Évidemment, la réponse que j'attendais, c'est tous les bras et toutes les mains qui auraient dû se lever, parce que nous avons forcément tous des animaux de compagnie. Mais non, mais regardez, celui-là, vous en avez partout. Vous avez 5 de ces petites bestioles que je vous montre de compagnie par centimètre carré de peau sur votre visage. Regardez, c'est ça qu'il fallait répondre. Où est-ce que vous voyez ici ? Regardez bien là. Vous voyez ce truc qui avance à 1,5 cm ? Évidemment, c'est ça. Et ce petit animal de compagnie, le démodex, nous en avons tous actuellement, qui se promènent tranquillement sur notre peau, et ça, c'est absolument génial. À raison de 5 petits démodex par centimètre carré de peau. Plus vous êtes vieux, je vois ici qu'il y a des plus anciens, on dira plus de 50 ans. Plus de 50 ans, hein. Il y en a quelques-uns de plus de 50 ans. Plus vous êtes vieux, plus il y en a, évidemment, des démodex au centimètre carré. Alors les démodex sont très intéressants, parce que ce sont des petits animaux de compagnie qu'on a sur nous. Il y a des femelles qui pondent en moyenne 20 œufs tous les 3 jours, hein, sur notre peau, tranquillement, généralement près des cils ou entre les rides. Ce qui est très intéressant chez cet animal, c'est que ça mange nos petites peaux mortes. Donc c'est un animal de compagnie qui est sympathique, qui vit à longueur d'année sur nous, à partir de l'adolescence. En fait, il vient se poser sur les visages, et ensuite il y vit et il s'y reproduit. Le truc, c'est que les démodex, que nous avons ici avec nous, mangent toute la journée, ce sont d'énormes gloutons, mais ils ont un problème anatomique, ils n'ont pas d'anus. Alors là, c'est embêtant, parce que pour qu'ils mangent toute la journée, il faut évacuer. Habituellement, anatomiquement, ça fonctionne comme ça. En fait, les démodex ne peuvent pas évacuer plus que certains rots, donc en fait, ils rotent toute la journée par évaporation, en réalité, de ce qu'ils mangent à travers leur corps, sur votre petit visage poupon. Et à la fin, quand ils ont vraiment trop mangé, ils les explosent, hein, avec des excréments, pour le coup, qui nous recouvrent le visage. Donc, ce qui était intéressant dans cette proposition, c'est de vous montrer combien le vivant est spectaculaire et combien le vivant est agréable quand on le voit avec ses yeux-là en se disant « mais c'est génial, j'ai un troupeau incroyable sur la peau qui tranquillement me grignote des peaux mortes, bien sûr explose de temps en temps parce que ça ne peut pas faire ses besoins quand ça veut, ma foi. C'est très naturel tout ça, hein, madame, vous en avez quelques-uns Je les vois de là, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, en journée, ils peuvent aussi bouger, et parfois, selon la lumière, on peut les apercevoir. Et comme j'ai une vision particulière, non, je plaisante, je voyais que vous étiez très inquiète par ce que je racontais. Alors, j'exagérais volontairement. Qui se lave le matin, parfois, si vous êtes un peu bio dans l'âme, avec une éponge de mer naturelle ? Je lève la main pour vous montrer, c'est pas mon cas. Bon, vous aussi, remarquez, voilà. Éponge de mer naturelle, on peut trouver ça dans tous les magasins, bien sûr. Hein, c'est pas quelque chose de fou. Ce qui est très intéressant, en termes, encore une fois, de mécanismes du vivant qu'on peut un peu mieux comprendre quand on prend le temps, éventuellement, d'avoir quelqu'un qui vous l'explique, c'est que l'éponge de mer, aujourd'hui, ça fait peu de temps que la science l'a avéré, eh bien, est notre plus ancien animal commun à nous tous.
Ça veut dire que si on remonte au plus loin sur l'échelle du vivant, qui nous a vu naître un jour et se développer comme nous sommes aujourd'hui présents ici, eh bien, c'est l'anémone de mer qui, deuil d'hommes et de femmes tels que nous pouvons aujourd'hui aller la rencontrer, est le plus vieil animal que nous pouvons avoir sous les yeux, qui nous relie à un ancêtre. Autrement dit, c'est une très lointaine cousine, l'anémone de mer. Aujourd'hui, nous avons encore, vous et moi, 70% de nos gènes en commun avec ce truc qui vit sous l'eau, dans toutes les mers du globe, également dans les étangs et les rivières. Donc l'anémone de mer et vous, c'est 70% de compatibilité génétique. C'est le plus ancien animal quand on travaille sur notre arbre phylogénétique qui est le plus en bas, vous l'avez compris, qui nous amènera aux primates que nous sommes. Et en réalité, ce qui est génial, avec l'anémone de mer, je vous le dis juste parce que c'est un mécanisme qu'on voit très peu quand on est un scientifique, si vous êtes au fond de l'eau. Vous voyez, nous on a juste le côté squelette mort en fait. Quand on va se brosser le matin pour qui voudrait utiliser ce type d'éponge, c'est uniquement un bout, évidemment, de l'éponge de mer, et c'est une sorte d'exosquelette que les scientifiques, que les commerciaux ont mis sur le marché. Mais ce qui est génial, c'est que si vous allez avec moi sous l'eau, avec un masque et une raquette un peu spéciale, vous prenez une éponge de mer et vous la découpez avec une raquette, comme si en fait vous passiez le damier en fait sur elle et qu'elle explose en réalité en autant de petits damiers que votre raquette aurait permis de la mettre en difficulté. Eh bien, on se rend compte que toutes ces cellules-là sont capables de, en quelques minutes, si ça va bien et si le courant fonctionne bien, d'aller se réagglutiner ensemble et de recomposer un nouvel être. Ça, c'est déjà étonnant. Si vous faites la même chose avec deux anémones de mer côte à côte, une bleue et une jaune par exemple, que vous la coupez en 1000 morceaux si vous voulez faire simple, eh bien, toutes les cellules vont réussir, au gré d'un courant qui pourrait convenir, à se réagréger entre elles et à reformer, alors qu'elles peuvent être complètement entremêlées sous l'eau, que des vertes, ou que des jaunes et que des bleus. Autrement dit, les cellules ne vont pas avec les voisines. Mais ça, c'est complètement fou pour un scientifique. Comment fait un animal, parce que l'éponge de mer est un animal, comment fait un animal pour, alors qu'elle n'a pas de cerveau, qu'elle n'a pas d'œil, qu'elle n'a pas d'intestin, qu'elle n'a pas de vaisseau sanguin, qu'elle n'a pas de système nerveux. C'est un truc extrêmement simple. En fait, l'anémone de mer, c'est quasiment l'archaïsme le plus total du monde animal. Comment fait cet animal archaïque, qui a 730 millions d'années de vie, pour avoir des cellules qui, une fois qu'on les met en vrac, se rassemblent pour recréer un nouvel être. Ça marche aussi si elles sont attaquées par des poissons, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un endroit blessé, bon, l'endroit n'existe plus, mais l'anémone recrée finalement un autre être à partir d'un être originel, en se recomposant. On a compris il y a peu de temps que les cellules étaient en fait totipotentes. Les cellules totipotentes, ça veut dire qu'elles n'ont pas une définition précise et puis une marche à suivre avec un mode d'emploi particulier. Elles peuvent comme ça se recomposer et jouer le rôle qui leur est attribué dans le fonctionnement de l'organisme, même si précédemment c'était un autre rôle que ces cellules jouaient. Vous avez compris l'idée? Alors que nous, si on nous coupe en morceaux, c'est plus compliqué, évidemment, pour se rassembler et continuer à vivre. Donc je voulais vous présenter ça parce que finalement, cet animal tellement simple est à l'origine d'abord de notre lignée et puis derrière a des propensions formidables à avoir des cellules qui fonctionnent avec des choses qui laissent vraiment les scientifiques encore sans voix. Alors, quand je faisais cette conférence, enfin pas celle-ci, mais quand je vous parlais un petit peu de plantes, je trouvais que ça aussi c'était très intéressant. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire 1000 fois. Mais pour celui ou pour celle qui ne l'a pas en tête, je la trouve vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Qu'est-ce qui vous impressionne éventuellement dans cette image que je vous passe? Ouais, le volume. Là, on est avec des séquoias géants d'Amérique. Le plus gros, c'est 85 mètres. Il s'appelle le général Sherman et il a 2200 tonnes de bois. Mais ce qui est impressionnant, vous voyez l'homme à côté, vous imaginez quand même que les plantes, et on n'en parlera pas beaucoup, mais quand on parle de s'émerveiller avec des choses simples, les plantes font pour ces arbres que vous avez derrière, mais c'est valable pour ceux qui nous ont accueillis sur le parking, évidemment, ou pour votre plante verte à la maison, les plantes sont capables de faire du solide avec de l'impalpable. Mais ça, quand on le dit, ça va. Faire du solide avec de l'impalpable, ok. La phrase comme ça n'est pas tellement choquante ou n'est pas tellement intrigante. Mais vous imaginez quand même la puissance du mécanisme de la photosynthèse, en l'occurrence. Faire du solide avec de l'impalpable, ça veut dire clairement que cet arbre que vous avez derrière, qui fait 85 mètres de haut, qui fait 2200 tonnes de bois, vous pouvez faire 15 chalets de type F4 si vous vouliez vous loger avec un seul arbre. En fait, il a fait cette masse-là de bois et les dérivés qui le composent simplement avec de la lumière du soleil et du CO2. Attends, tu prends depuis au moins 450 millions d'années quand tu es une plante, de la lumière du soleil, si imaginez que le spot soit le soleil, c'est pour le coup très impalpable, pas un truc super solide à amonceler. Donc je prends de la lumière du soleil. Puis je prends également du CO2, le gaz qui s'échappe
pas naturellement, mais c'est l'équivalent de nos pots d'échappement. Donc je vais derrière le pot d'échappement, je prends du gaz, je le mets avec la lumière du soleil, je fais un truc qui pèse 2200 tonnes. Alors évidemment, il y a un peu d'éléments puisés dans le sol et un peu d'eau, mais très peu en fait. Donc les arbres, depuis tant de millions d'années, sont capables, tels des magiciens, de faire du solide, je le répète, avec de l'impalpable. Et ça, je trouve que c'est fabuleux quand on le prend en compte tout simplement comme ça. Alors évidemment, c'est de la chimie. Évidemment, on constitue un corps, mais on le constitue à partir de rien, si ce n'est du gaz, évidemment, mais qui devient ensuite du glucose et du solide. Le seul animal, vous le savez peut-être, je l'avais déjà présenté, puis ensuite c'est des choses un peu nouvelles. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, vous passez votre tour momentanément sur l'écoute. Ça, c'est le seul animal au monde qu'on a retrouvé aujourd'hui et qui est capable de faire de la photosynthèse comme une plante, quasiment. Voilà pourquoi je vous la présente pour faire la transition. En fait, c'est l'Hélisie émeraude. Avec elle, on est aux États-Unis. Vous pourrez la trouver très très proche sur des rochers si vous marchez sur des plages américaines. Et en fait, l'Hélisie émeraude, qui est une limace de mer, vous voyez sa couleur et puis même une forme de feuille d'ailleurs qui nous intrigue un peu. En fait, elle mange des algues à longueur de journée, enfin, l'occurrence quand elle en a besoin, et elle va s'arrêter pendant très longtemps d'en manger. Ce qui est exceptionnel dans le milieu animal, d'habitude, vous devez régulièrement vous nourrir. En fait, elle prend ces algues et elle va garder en elle les petites cellules photosynthétiques de la plante, en l'occurrence de l'algue, qu'elle ne va pas digérer. Elle va garder ces cellules dans ses intestins et elle va pouvoir ensuite se mettre au soleil et s'alimenter finalement comme un petit panneau solaire de bord de mer. C'est le seul animal capable de manger, car elle transforme en glucose les rayons du soleil grâce aux petites cellules de l'algue, vous avez compris, qu'elle a gardées en elle comme autant de petits panneaux réfléchissants pour se nourrir. C'est rigolo parce que là, avec elle, on a le seul animal au monde, on l'a dit, capable de faire de la photosynthèse. Les hommes sont très intéressés, évidemment, par ces questions. Je vous le montre aussi, très intéressant que vous soyez ici sur le petit muret qui nous a vu monter, à l'endroit où vous avez garé votre voiture, au sommet du Monte Cinto, évidemment, puis partout sur la planète. Sur l'ensemble des continents, vous avez du lichen, un des premiers éléments naturels à avoir vu le jour sur la terre ferme, avec 90% de champignons et 10% d'algues. On revient à l'algue, l'émeraude en avait déjà pour l'Hélisie dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, oui, depuis tant de millions d'années, environ 450 millions d'années, le lichen, c'est 90% champignons et 10% algues. C'est une alliance. L'algue, c'est la photosynthèse, le champignon, c'est les éléments tirés du sol, ça fonctionne ensemble. Et en fait, ça marche à n'importe quel niveau de marin ou terrestre. Ça, c'est complètement exceptionnel. Un truc qui est comme ça, très archaïque, comme du lichen, derrière, le fonctionnement est dingue. Mais surtout, ça me permet d'en venir à lui. Ça, c'est un animal qu'on connaît bien. Question que les enfants, d'habitude, arrivent à laquelle les enfants arrivent à répondre. Pourquoi les paresseux, on quitte un peu la Corse sur cette question, en Amazonie, dans leur milieu naturel, descendent une fois par semaine pour faire leurs besoins en bas de l'arbre? Ça, c'est pas évident, parce qu'en fait, quand vous êtes un paresseux, vous êtes très très maladroit, évidemment, en termes de pointe de vitesse, vous êtes très lent, comme aujourd'hui les hommes l'ont nommé, donc votre nom l'indique. Mais pourquoi, malgré tout, les paresseux partout sur la planète s'obligent à descendre au moins une fois, c'est généralement tous les 7 jours, on va dire, à la fin de la semaine, alors qu'ils ont mangé pendant une semaine en haut de l'arbre, s'obligent à descendre, à se mettre en grande difficulté, parce qu'autour, il y a une faune qui peut vraiment les mettre en difficulté, donc ce sont des vrais risques que les paresseux prennent, mais ils tiennent à descendre pour aller faire leurs besoins en bas de l'arbre, alors que c'est hyper dangereux, vous l'avez compris. Pourquoi le font-ils alors en termes évolutifs et de fonctionnement ? Ouais, c'est pas pour du fumier. Ça aurait été intéressant, du fumier qui fasse grandir leur propre arbre, par exemple, ou qui l'entretiennent. Non. En fait, c'est rigolo comme tout, parce que c'est un cycle de la nature qui pourrait faire pâlir le plus compétent des jardiniers. Suivez bien l'histoire, elle est courte, mais concentrez-vous à peine sur la question. Le paresseux mange à longueur de journée, à la fin de la semaine, il descend. Il descend en bas de l'arbre, il va faire ses besoins. En réalité, le paresseux a dans son pelage plein de papillons. Ces papillons vont, au moment où il va garnir le sol de ce que vous avez bien compris, eh bien, les papillons vont faire leurs larves dans les excréments du paresseux. Dans la foulée, les papillons sortent du pelage et vont profiter de ce biotope offert par le paresseux pour faire leurs petits, pour mettre leurs larves à l'intérieur en tout cas. Un peu plus tard, ces larves de papillons qui auront grandi dans les excréments du paresseux vont remonter dans l'arbre et vont se remettre en fait dans le pelage du papillon. Ça fera une nouvelle génération. Donc dans le pelage du papillon, du paresseux, vous avez plein de papillons qui ont ce système de « on est né dans ses excréments et on remonte se camoufler dans son pelage ». Et vivre là, d'ailleurs, notre vie de papillon qui s'en va et qui revient. Mais
dans le pelage du paresseux, il y a également des champignons. Et les champignons qu'il a dans son pelage vont se nourrir, en termes d'azote, des cadavres de papillons qui y meurent. Donc dans le pelage, vous avez des papillons qui meurent au bout d'un moment. Ça, c'est les champignons qui vont aspirer en termes de nutriments, ils vont tirer bénéfice du cadavre des papillons. Jusque-là, ça va, mais ce n'est pas tout. En fait, l'idée ultime du jardinier qu'est fabuleusement le paresseux, c'est qu'en réalité, il y a également des algues dans son pelage. Et ça, c'est généralement ce qui lui donne cette couleur un peu particulière. Et en réalité, ces algues vont se nourrir également des champignons qui sont là juste à côté en termes de nutriments et en termes de capacité d'absorber eux aussi ce qui leur convient. Autrement dit, vous avez un paresseux qui va caguer en bas d'un arbre une fois par semaine pour avoir des algues à domicile comme un petit potager qu'il peut manger en se léchant en cas de difficulté à trouver de la nourriture autour de lui qui lui convienne. Autrement dit, c'est un jardinier qui, par un système de cycle papillons, champignons, algues que je mange et que je produis, permet quasiment à ces animaux d'être en autonomie sur parfois de la nourriture s'ils sont un peu en difficulté. Alors, le lézard que vous avez ici, est-ce que c'est une femelle ou est-ce que c'est un mâle? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous diriez? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une femelle? À la tête de la femelle? Vous reconnaissez la tête de la femelle chez le lézard queue à fouet d'Arizona, parce que vous aviez noté que c'était un lézard queue à fouet d'Arizona. En fait, vous avez raison. Alors peut-être que vous l'avez bien reconnu, mais c'est une femelle et vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que chez l'espèce lézard queue à fouet d'Arizona, il n'y a plus que des femelles. Ça, c'est un truc qui ne colle pas. Et voilà, si vous êtes une espèce qui a connu autrefois des mâles, parce qu'en l'occurrence, il y avait autrefois des mâles lézards queue à fouet d'Arizona. On sait qu'ils ont disparu des environs. Il y a eu une prédation particulière, il y a eu une pression biotopique aussi. Les mâles n'y sont plus. Mais alors, comment fait-on pour continuer à se reproduire et à perdurer dans une espèce si, pas les principaux intéressés, mais enfin ceux qui vous aident à faire quelques œufs de temps en temps, quelques petits, ne sont plus là? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. C'est assez rare dans l'univers animal, mais il y a certains animaux qui en sont quand même capables. Au cours de leur évolution, ça s'est passé comme cela, ils ont gardé ce qui fonctionnait. Ou alors parfois, dans des moments de pression très particuliers, eh bien là, vous avez tout simplement, comme Jean-Jacques Goldman l'a chanté, elles ont fait un bébé toutes seules. En l'occurrence, la parthénogénèse, c'est être capable de faire des petits sans présence de mâle. En réalité, oui, c'est bien, il ne faut pas non plus forcément prendre l'habitude, madame. Ça pourrait causer quelques problèmes à d'autres espèces si les femmes prenaient trop cette habitude. En réalité, il faut quand même qu'il y ait des copines à côté qui miment ce qui s'est passé pendant des années précédemment, dans votre espèce en tout cas, pour que vous soyez en capacité de donner naissance. Autrement dit, vous l'avez compris, c'est un jeu de théâtre qui se passe là-bas dans l'Arizona avec des femelles qui miment bien sûr la cour puis l'action qui normalement aurait dû avoir lieu avec un mâle, à part qu'il ne se passe absolument rien, vous l'avez compris, hein, il n'y a absolument rien. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a derrière les œufs qui peuvent être fécondés, qui peuvent naître de ce moment hormonal boosté par des copines qui font semblant d'eux, pour en tout cas avoir presque l'habitude encore d'avoir des mâles autour de soi. La parthénogénèse. Et plus près de nous, ça marche aussi avec les pucerons. Là, je vous montre une photo, regardez, ce n'est pas un petit puceron derrière qui simplement suit sa maman de près. Hein. Ici, vous avez un tout petit puceron qui est en train de sortir du corps de la maman puceron. En fait, c'est un clone, là. Vous avez des pucerons qui, à deux parties de l'année différentes, selon la pression également autour d'elles, quand les mâles sont beaucoup plus éloignés, beaucoup moins présents, les femelles pucerons sont capables de donner naissance à des clones. Ça veut dire que sans qu'il y ait de rapport avec un mâle, elles donnent naissance à des petits qui ne sont autres que des clones d'elles-mêmes. C'est-à-dire ce sont des mini-elles, des mini-moi, comme on dirait aujourd'hui pour certains qui s'intéressent à ces questions. Donc là, vous avez des clones qui sont encore une fois sortis du ventre d'une femelle qui n'a rencontré personne dans les parages. Ça s'appelle ça aussi, je vous l'ai dit, c'est un mécanisme très intéressant, la parthénogénèse. Ça se passe en mer, pas très loin de nos côtes. Il faut quand même mettre un sacré masque, bouteille de plongée s'il le faut, parfois avec des scaphandres, ou des mini-sous-marins, et vous descendez jusqu'où vivent les baudrois. Est-ce que ce sont des mâles ou des femelles que je vous montre ici, sur cette diapo ? Non, ce n'est pas un poisson-chat, c'est une baudroie des abysses. Hein, c'est la même ici, mais prise avec un objectif différent. La baudroie des abysses que vous avez là, ça c'est forcément une femelle, et la grande ici, c'est forcément une femelle. Car du côté de la baudroie des abysses, les mâles sont comme ça. Ce que vous avez ici sur les femelles, ce sont des mâles. Et c'est très intéressant dans la vie d'être un mâle baudroie des abysses. Votre vie est formidable. Ça se passe dans l'eau, pas très loin. En Méditerranée, nous en avons.
En réalité, vous ne pouvez jamais manger au cours de votre existence. Quand vous naissez mâle, baudroie des abysses, vous êtes condamné à ne jamais manger, à rester toujours petit et à n'avoir qu'un seul but dans votre vie, vous accrochez à la première femelle qui passera quand vous êtes en capacité de nager jusqu'à elle aux environs, vous la mordez. C'est la seule fois que vous mordrez quelque chose dans votre vie. En l'occurrence, vous mangerez un tout petit peu à ce moment-là, mais plus jamais derrière. Et vous avez immédiatement, ce qui est assez génial chez cette espèce, leur vaisseau sanguin et leur peau qui va se solidifier et qui va ne faire plus qu'un. Autrement dit, ils sont tous les deux accrochés l'un à l'autre désormais à vie. Et le mâle, comme ça vous avez compris à quel point sa vie est palpitante, va petit à petit se décomposer. À partir de là, il va perdre ses nageoires, il va perdre ses ouïes, il va perdre sa tête, il va perdre son cerveau, il va perdre son corps. En fait, petit à petit, à partir du moment où il s'est accroché, avec un tout petit peu de nutriments pris au départ, il va rester solidifié à la carcasse et il va disparaître petit à petit, se désagréger complètement. Et qu'est-ce qui restera à la fin de lui? Simplement une paire de gonades. Vous imaginez ce qu'il peut y avoir comme liquide reproductif, vous avez compris, à l'intérieur des gonades, qui vont exploser sur le corps de la femelle, qui va pouvoir donner bas et faire des petits un peu plus tard. Autrement dit, les mâles n'ont qu'une option dans la vie, trouver une femelle, s'y accrocher, se décomposer et larguer la semence qu'il faut. Hein, c'est intéressant comme petit but de vie quand vous êtes. Et vous avez des femelles comme ça que les biologistes retrouvent avec 7 ou 8 mâles qui sont accrochés à la carcasse, hein, qui sont autant de trophées de chasse qu'elles ont pu avoir dans leur vie, qui lui ont permis à cette femelle de faire des petits, mais les mâles n'ont pas profité de grand-chose dans le système. Regardez, ça c'est une araignée rouge. Alors il n'y en a pas encore en Corse officiellement. En fait, il y en a beaucoup sur le continent, en Italie, sur le continent français. Il n'est pas impossible qu'on en trouve un jour, hein, évidemment, avec les choses qui sont importées. Ce ne serait pas très grave, elle est toute petite et puis elle ne nous dérange pas en tant qu'humains. Cette araignée, elle a une capacité particulière, vous voyez, toujours l'idée de regarder l'extraordinaire dans l'ordinaire. Elle fait ce qu'on appelle de la matryphagie. Ça, c'est très rare dans le monde animal. La matryphagie, c'est l'idée, littéralement, de se sacrifier pour ses enfants. Nous, on dit parfois, quand on est des mamans, des papas, on se sacrifie pour nos enfants, on se fera tout pour eux en tout cas. Eh bien, dans les faits, réellement, cette araignée se sacrifie pour ses enfants. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle va, et après j'arrête avec les galipettes, lorsqu'elle va pour la première fois rencontrer un mâle, il va y avoir reproduction. Et à partir de ce moment précis, c'est-à-dire au moment où il y a une rencontre entre le mâle et la femelle araignée rouge, la femelle, alors qu'elle n'a pas encore de petit dans le corps, vous l'avez compris, dans le ventre, hein, pour faire simple, va se décomposer au niveau de ses intestins. C'est-à-dire dès qu'il y a rencontre, on ne va pas dire pour le premier bisou, mais quasiment, hein, si on devait l'anthropomorphiser un peu, eh bien, ses intestins vont se décomposer. Et elle va pouvoir tranquillement, lorsqu'elle va donner naissance à ses petits, régurgiter ses intestins comme première tétée, biberon qu'elle donne à ses enfants. Donc, ok, on a déjà une femelle qui a des petits qui commencent à se décomposer de l'intérieur. Et ensuite, ce qu'elle va faire, quand les petits seront suffisamment grands pour partir à quelques jours près dans le grand bain de la vie, elle va agiter la toile avec une cadence particulière, ce qui fait que les enfants vont lui sauter dessus, c'est une sorte d'appel, et vont perforer l'abdomen de la mère pour l'aspirer complètement et finir par la manger littéralement. Et elle est complètement d'accord. Hein, puisqu'elle se sacrifie pour ses enfants, elle leur offre les nutriments qui leur conviennent pour partir armés dans des biotopes très complexes, quand vous êtes une araignée rouge notamment, et qu'autour de vous, il faut partir avec les reins solides. C'est ce qu'on appelle donc la matryphagie. Il y a peu d'animaux qui le font. En l'occurrence, cette araignée le fait. Elle se sacrifie littéralement pour donner de la force à ses enfants. Si on devait oser une similitude dans le milieu végétal, on connaît bien l'agave, hein, qui fait cette grande hampe. Et au final, c'est aussi là que l'agave va mourir, vous le savez si vous en avez dans le jardin. Et puis cette énergie qu'elle va dépenser pour faire grandir ce grand mât, et ça va être une manière d'aller expulser ces graines très très loin pour avoir un brassage génétique aussi intéressant. Et donc à la fin aussi, elle va mourir en donnant la vie. Voilà pourquoi les Mayas avaient appelé l'agave Agawa, qui veut dire l'admirable. Bon, ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas trop. Comment se fait-il qu'en Thaïlande, il y ait un champignon, vous avez son nom derrière pour ceux qui sont intéressés, hein, Orphiocordyceps. Comment se fait-il que vous avez un petit champignon qui parasite une fourmi? Ok, jusque-là, ce n'est pas tellement impressionnant. La fourmi peut très bien manger des spores comme ça sans faire attention. Elle a un champignon à l'intérieur qui va grandir. Mais le truc que les scientifiques ne comprennent pas encore, et là encore, quand on regarde le vivant d'une manière un petit peu extraordinaire, ça parle ça. Eh bien, le champignon va grandir à l'intérieur de la fourmi, va être capable de la téléguider de l'intérieur, de la faire monter sur une plante dont elle a habituellement horreur, de lui faire
planter ses mandibules dans une feuille qu'habituellement elle ne va jamais chercher et de mourir là, accroché, solidifié à une feuille particulière, dans un biotope qui convient bien, parce que le champignon pourra grandir sur le corps de la fourmi, finalement s'en servir de terreau et s'épanouir. Autrement dit, vous le voyez là, vous avez une fourmi infestée par ce champignon qui a été, comme une marionnette, finalement téléguidée de l'intérieur par un fongique, un champignon. Mais comment ça se passe, quoi ? Comment un champignon sans cerveau ni neurones peut piloter une fourmi infestée pour la faire aller jusqu'à une plante, lui faire planter sa mandibule, la faire mourir là-haut et pousser là où ça lui convient. Les scientifiques restent un peu bouche bée face à cette affaire. On sait qu'a priori, le champignon épargne le cerveau de la fourmi à l'intérieur quand il se développe. Par contre, prend en compte les muscles et est capable quelque part, un peu comme un marionnettiste précisément, de faire avancer les pattes de cette fourmi jusqu'à un endroit déterminé, intéressant pour lui. En tout cas, ça fait partie des quelques énigmes encore de la science que de savoir exactement comment est-ce qu'on peut piloter ces choses-là. Juste un tout petit peu avec une fourmi, ça m'intéresse parce que si je vous posais cette problématique, en tant que ténia, imaginez que vous soyez, vous et moi, nous sommes un ténia, vous l'avez là, un ténia, c'est une sorte de ver. On en trouve beaucoup, malheureusement, en Afrique, il y a encore quelques gens qui peuvent en avoir dans le corps, mais le ténia, celui-ci en l'occurrence, on est dans les grandes forêts de conifères, il a un besoin dans la vie, et c'est une problématique mathématique que je vous soumets, il doit, dans sa vie, passer par 2 véhicules. Obligatoirement, il doit passer par les intestins de 2 véhicules différents pour grandir, s'épanouir et faire son cycle correctement. Il doit, dans un premier temps, ça lui convient très bien, trouver le corps d'une fourmi. Mais surtout, et c'est le plus dur pour lui, il doit finir à la fin dans l'estomac d'un pivert ou d'un piquet-pêche. Comment vous faites si vous êtes ce petit ver ténia pour infester une fourmi et maximiser les chances, optimiser les chances que cette fourmi que vous avez infestée soit, elle, plus qu'une autre peut-être, mangée par un piquet-pêche? Compliqué, parce que si vous êtes un ver qui infestait une fourmi parmi des millions dans une forêt, peu de chances qu'on vienne vous manger, vous, la petite fourmi là, alors qu'il y en a des millions à côté. Quand un oiseau s'approche, c'est pas simple. Eh bien ça, c'est quelque chose de très récent, qu'on vient de découvrir aussi. Le mécanisme est sympa, parce que vous avez en réalité ce ver ténia qui, lorsqu'il infecte dans un premier temps une fourmi à l'état de larve, va faire en sorte, c'est une composition hormonale particulière qui s'en charge, de changer la couleur de la fourmi. Autrement dit, dans un premier temps, le vert, à l'intérieur, va faire en sorte que la fourmi devienne jaune et non plus marron. Donc déjà, vous êtes infesté, vous êtes jaune. Ça veut dire que si vous êtes une fourmi et que vous voulez vous cacher, c'est déjà un peu plus mal barré parce que vous êtes beaucoup plus visible, notamment sur un feuillage, quand vous êtes jaune autour de plein de copines marron. Mais le deuxième effet très intéressant, toujours pareil avec une activation hormonale, c'est que le ver arrive à activer un gène particulier chez la fourmi qui la rend flemmarde comme personne. Autrement dit, elle arrête de travailler, elle ne participe plus aux tâches de la colonie. Si c'est une ouvrière, en général, c'est le cas. Elle ne part plus chercher toute la journée quelque chose. Elle reste à l'entrée de la fourmilière et on vient la nourrir. En fait, les autres s'en occupent. Et en réalité, grâce à cela, la fourmi infestée, qui est devenue jaune, vit 3 fois plus longtemps que ses consoeurs, parce qu'elle se fatigue beaucoup moins à la tâche. Et donc, en l'occurrence, rendre les fourmis flemmardes, une fois que vous les avez colonisées et qui plus est très voyantes, fait que vous avez beaucoup plus de chances qu'un piquet-pêche, et c'est le cas, vienne vous manger. Et à la fin, pour le ver, il se retrouve dans le tube digestif qui lui convient par rapport à une macération particulière, qui est celle du volatile qui aura mangé sa fourmi. Donc ça, c'est très très rare, et c'est la première fois qu'on le voit quand on est un scientifique. Un petit élément animal qui est capable de changer par 2 fois, comme ça, à l'intérieur du corps d'un autre animal, son fonctionnement. Ça s'appelle le parasitisme. Et ça, c'est quelque chose dans la nature qui est très courant, mais quand on arrive à le cibler un tout petit peu avec des mots simples, comme je vous l'ai proposé, et avec ce mécanisme, je trouve que ça devient tout de suite très, très intéressant. Est-ce que vous connaissez ce petit animal? Pas trop, on peut presque penser à une crevette. C'est un pou de mer. C'est un pou de mer, pas de risque qu'il vous colonise vos cheveux, mais le pou de mer, il a ça d'intéressant, nous en avons ici, en Corse évidemment. Il a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le seul animal au monde qui est capable de remplacer totalement l'organe d'un autre animal. L'organe. En l'occurrence, le pou de mer, il fait ça. Il prend la place de la langue des poissons qu'il colonise. Et là, les pêcheurs le voient parfois. Il arrive que des pêcheurs remontent dans leur filet ou au bout de la canne un poisson, un vivano par exemple, qui a été colonisé par un pou de mer dont il a totalement remplacé la langue. Le poisson s'en sort pas trop mal en fait dans la vie.
on se rend compte que malgré le fait qu'il ait ce pouls de mer en lui, et qui plus est dans la bouche, fixé avec ses pattes, le pouls de mer ne s'arrachera plus de la bouche du poisson pendant des semaines ou des mois s'il le faut. Il va remplacer totalement la langue qu'il va avoir mangée précédemment, qui va être atrophiée parce qu'il aura aspiré l'ensemble du mucus qui s'y trouvait, et il va remplacer cet organe. C'est la seule fois qu'on a trouvé cela dans le monde animal, un animal remplaçant l'organe d'un autre, tout en ayant la vie des deux qui n'est quasiment pas chamboulée. En réalité, il ne va pas manger les bouts de poisson ou les algues ou alors le phytoplancton que l'animal va avaler, il va toujours se nourrir de son mucus, mais l'animal continuera à pouvoir quasiment tout ingérer, avec sans doute un truc un peu gênant, on imagine, mais qui ne compromet pas sa vie en tout cas. En termes de choses un peu étonnantes, toujours pareil, dans la mer qui nous entoure, j'aurais pu vous présenter des animaux beaucoup plus sympathiques ou avec lesquels on a de l'empathie. On pense par exemple aux dauphins, on pense aux gros cétacés, à certains poissons magnifiques. Mais ici comme ailleurs, mais notamment en Méditerranée pour ceux qui veulent aller la trouver, eh bien, se trouve la Turritopsis nutricula. Elle fait quelque chose de très intéressant en termes de mécanisme, c'est la transdifférenciation, je vous ai marqué le mot ici, c'est-à-dire que c'est le seul animal aujourd'hui connu sur la planète à être immortel. On ne connaît pas d'autres êtres vivants sur Terre que cette méduse qu'on trouve dans notre mer ici à être immortelle. Pourquoi immortel ? Parce qu'en fait, vous connaissez l'histoire, je vous le fais très très vite. Vous avez la méduse qui naît en réalité sous forme de polype accroché à un rocher. C'est une sorte de petit tube que vous avez sur un rocher. Ça va lâcher une petite méduse. La méduse, celle-ci, par exemple, va aller vivre sa vie de méduse dans l'eau. À un moment donné, quand son cycle de vie est terminé, elle a quand même une sénescence. Elle vieillit quand même, ou quand elle est blessée, elle va retourner s'accrocher à son rocher, non pas d'origine, mais au rocher qui l'accueille habituellement quand elle naît. Elle va pouvoir recommencer dans la foulée son cycle de méduse. Et quand ça se passe plus bien pour elle et qu'elle est arrivée au bout de sa vie, elle va repartir sur un rocher et elle va recommencer un cycle de méduse. C'est réellement, en termes de mécanisme et la programmation cellulaire qui est derrière cela s'appelle la transdifférenciation. Eh bien, c'est comme si moi, arrivé à un âge trop avancé, me sentant évidemment partir vers l'autre monde, je retournais dans une pièce me coucher dans un landau et le lendemain matin redevenais bébé. Et recommencer un cycle. Mais c'est véritablement ça, en termes de fonctionnement, parce que la méduse retrouve sa forme de polype avant de revenir méduse, qui redevient polype et qui redevient méduse. C'est un cycle incroyable, c'est ce qu'on appelle l'immortalité aujourd'hui de Turritopsis nutricula. Sous l'eau, puisqu'on y est, je vous garde un tout petit peu ici, on a aussi cette crevette-là que vous connaissez peut-être, qui est l'animal le plus étonnant pour qui l'étudie en termes de capacité à tirer véritablement des balles sous l'eau, pour ne pas dire des bulles. En fait, pour chasser, c'est pour ça qu'elle a une excroissance au niveau de sa pince, cette petite crevette qui ne fait pas plus de 4 cm, si vous l'aviez dans la main, vous voyez son organe surdimensionné au niveau de la pince droite, est capable de balancer une bulle d'eau, pour ne pas dire une balle, à 100 km/h sur sa proie, généralement un crabe ou une autre crevette qui passe à côté, qui a la température du soleil au moment où elle sort, c'est-à-dire 4500 degrés. Si vous mettez avec moi votre doigt sur la bulle qui est capable de tirer cette crevette, elle fait 4500 degrés momentanément, c'est-à-dire le doigt qu'on posera ensemble sur le soleil. 100 km/h, et elle a un bang supersonique, l'équivalent de 213 décibels, qui est celui que ferait un avion de chasse en passant près de vos oreilles. En fait, ça se passe comme ça sous l'eau. C'est pas très impressionnant, mais en réalité, ça marche comme ça. Vous avez cette crevette qui arrive avec une physionomie très particulière au niveau de avec une anatomie très particulière au niveau de sa pince. Vous allez le voir un peu mieux tout à l'heure. Ici, a provoqué la sortie d'une bulle, en fait, avec une compression de l'eau qui l'entoure. Et c'est ça qui fait 4500 degrés, sa balle, qui fait 4500 degrés, qui part à 100 km/h avec une 213 décibels ressentis sous l'eau. Vous l'avez là, il y a une forme très particulière, quasiment, qui envoie la balle. Et ça, c'est très impressionnant pour les biologistes, parce qu'on ne trouve pas d'équivalence en termes d'attaque très particulière au fond de l'eau. Je le répète, ça se passe tous les jours face à nous, pour qui voudrait aller sonder les fonds marins qui nous entourent. Je pourrais parler des gypaètes, dans le monde animal un peu fascinant comme ça. Je pourrais parler des citelles de Corse, évidemment, puisque ces deux animaux, notamment des oiseaux importants pour nous, et puis très symboliques de notre île. Je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, qui vit également en Corse. Peu le connaissent, en fait. On en a vu, nous, quelques-uns. Vous avez là le cincle plongeur. Pourquoi est-ce que je vous le montre ? Parce que ce n'est pas le plus connu des oiseaux de Corse. Il n'habite pas qu'en Corse, il n'est pas endémique. On le trouve aussi ailleurs, mais néanmoins, il est aussi dans nos montagnes. Et c'est de loin le plus grand plongeur en apnée que nous ayons. Vous avez un oiseau ici qui est capable de passer 15 à 20 secondes en apnée sous l'eau pour aller chercher ses proies, ce qui est faramineux pour un oiseau de cette taille. Passer 15 secondes sous l'eau
à chercher une proie en ayant son corps complet qui est adapté à la nage, pour un oiseau de Corse, et d'ailleurs, en l'occurrence qui vit chez nous, c'est complètement dément. Regardez ce que ça donne. Vous avez ici un cincle qui est en train de trouver, peu importe ici, une première nourriture sur un rocher, mais qui va, parce qu'il en est capable comme personne, là, ce n'est pas encore le plus impressionnant, mais vous allez voir comment ses ailes se transforment, entre guillemets, par des muscles pectoraux particuliers, quasiment en nageoire. Son nez a des petits opercules qui se ferment pour qu'il ne boive pas la tasse. Il a également des plumes qui sont travaillées avec des gels très particuliers. Et vous l'avez tranquillement pendant 15 à 20 secondes, sous l'eau, à la recherche de sa nourriture. Ce n'est pas du tout un oiseau qui va plonger depuis le ciel, comme le font les cormorans, et qui va remonter assez vite. Lui, il peut même marcher au sol, sous l'eau, et même en marche arrière, comme un Michael Jackson qui ferait du moonwalk. Il en est capable, il va tranquillement remonter. Donc on a là, pas un hybride du tout, mais un oiseau complètement adapté à nos rivières, par exemple, de Corse, qui est le meilleur plongeur en apnée que nous ayons autour de nous, avec un corps, pour le coup, qui est complètement fait pour ça. Cet oiseau-là, il est un peu plus lointain, mais je voulais aussi vous le présenter parce qu'il est extraordinaire dans un monde qu'on peut parfois qualifier d'ordinaire quand on le regarde avec les mauvaises lunettes. Il s'appelle le oisin, peut-être que vous le connaissez, il est originaire d'Amazonie. Lui, il vit dans de grands arbres, qui sont toujours ces grands arbres très près de l'eau, notamment les fleuves amazoniens. Et vous avez les petits oisins, donc les petits de cet oiseau, qui sont dans le nid et qui peuvent être attaqués assez rapidement, généralement, par les oiseaux qui sont autour, qui peuvent être évidemment belliqueux, des prédateurs. Les petits oisins à 6 jours, les petits oisillons en réalité, sont capables déjà, ce qui est exceptionnel à 6 jours, alors qu'ils ne peuvent pas voler, de se jeter de l'arbre, de tomber 15 à 20 mètres plus bas dans l'eau, de s'en sortir à la nage déjà dans l'eau. Mais comment vous faites quand vous êtes un petit oisillon qui ne peut pas encore voler, que vous venez de sauter de votre arbre parce qu'il y avait un prédateur qui était trop près de vous. Vous êtes dans l'eau et comment vous remontez dans l'arbre quand vous êtes un oiseau de 6 jours qui ne sait pas voler? Compliqué ça, alors que vous avez réussi à vous en sortir jusque-là en plongeant littéralement pour ne pas être becqueté. Vous faites quelque chose d'exceptionnel que ne font plus aucun oiseau aujourd'hui, mais que faisaient autrefois leurs ancêtres préhistoriques. Vous êtes capable, regardez sur la vidéo, de marcher à 4 pattes. Le petit oisin est le seul oiseau au monde qui est capable de marcher à 4 pattes. Vous l'avez là, regardez. Comme le faisaient ici ses ancêtres préhistoriques, pas directs, mais de la grande famille qui a pu survivre à la météorite. Il a en fait, regardez ici, du côté de ses petites ailes, des excroissances, comme des pattes qui poussent aux extrémités, et il est capable de remonter ce petit oiseau tout au long du tronc d'arbre pour aller se replacer tout là-haut dans son nid. Il va perdre ensuite, le petit oisin, cette capacité à marcher comme ça de manière coordonnée à 4 pattes lorsqu'il sera adulte. Mais c'est pour le coup peut-être le plus proche parent de ces oiseaux préhistoriques qui, on l'a vu, pouvaient avoir ce type de déplacement. Pareil, dans nos fleuves de Corse, j'aurais pu vous montrer, vous parler de la truite macrostigma, par exemple, de ce poisson qui est très connu chez nous pour également son endémisme et puis pour représenter un élément fort de notre faune aquatique. Moi, je préfère vous parler, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on est dans cette idée de voir de l'extraordinaire dans l'ordinaire, je préfère vous parler de l'hydre d'eau. L'hydre d'eau, vous l'avez là, je vais vous la remettre. L'hydre d'eau, vous la connaissez peut-être, il y a des biologistes ici à l'université qui s'en préoccupent. C'est un petit animal qui ressemble, en tout cas de loin, mais qui est apparenté aux coraux et aux anémones. Cet animal a 2 parties distinctes de son corps. Il a un pied, ça lui permet de s'ancrer à des rochers, un peu comme le polype de la méduse, donc il a un pied, vous l'avez tout en bas sur la photo. Il a des tentacules, mais ça, c'est pas le plus important. Il a une tête, en fait, en haut. Donc il a une tête et un pied, assez simple. Quand vous êtes un biologiste, que vous prenez dans le fleuve d'à côté, ici, Restonica par exemple, vous allez trouver une hydre d'eau, vous la coupez en 2. Vous mettez le pied d'un côté et la tête de l'autre. Vous attendez un peu. Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Non, on les sépare sans jamais qu'ils puissent se retrouver. C'est dans l'expérience. On a un pied d'un côté, une tête de l'autre. Régénération. Depuis la tête va repousser un pied, depuis le pied va repousser une tête. OK. Maintenant, vous êtes un scientifique un peu plus taquin. Vous prenez un ensemble d'hydres d'eau, vous les mettez dans un mixeur. Et vous passez ce mixeur pendant 30 minutes à l'électrique. Vous avez à la fin une bouillie incroyable de millions, millions de petits morceaux ridicules d'hydres d'eau que vous avez décomposés totalement. Vous les explosez et vous les exposez aussi d'ailleurs les uns loin des autres. Que va naître de cette bouillie d'hydres d'eau de quelques individus originels? Des millions ou des milliers de nouvelles hydres qui vont se recomposer complètement. Le pouvoir de recomposer un corps complet, et non pas juste pour le lézard, par exemple, sa queue, ou la salamandre qui peut recomposer certains de ses membres. Chez l'hydre d'eau,
fascine totalement là aussi, en termes de capacité de tissus qui sont régénérés, de cellules qui fonctionnent, les scientifiques. Et ça se passe chez nous, ça. Hein. Alors d'abord, ça se passe à la fac pour des choses qui la concernent, et puis ça se passe aussi chez nous pour voilà, un animal qu'on connaît peu parce qu'il est petit mais qui est autour. Tranquillement, hein, pour avancer assez vite dans cette rencontre, quelques dernières nouvelles des sciences qui bien souvent sortent des labos très fraîchement là, mais qui peuvent aussi avoir à voir, en l'occurrence avec des animaux, parce que c'est ce qui nous intéresse notamment sur cette conférence. Regardez ici ce rocher qu'on a trouvé au Japon. On a un petit ver là, vous allez le voir, suivez-le du regard. Voilà, ce petit ver là. C'est un ver qui est donc sous un caillou, en l'occurrence ici, qui vit toujours à l'ombre. C'est intéressant dans mon histoire de vous dire que ce ver, il vit à l'ombre, hein, il n'aime pas la lumière. Remarquez qu'il a 2 yeux ici, donc il a bien une tête là, et il a la queue qui va un petit peu après, on voit bien l'arrière de l'animal, il est là. Hein, ça vous va? Vous le voyez bien? Vous avez bien saisi le truc, hein, on le voit bien. Il n'est pas très grand, il fait à peu près la taille d'un petit doigt. Hein, pour vous, voilà. Là, vous voyez vraiment bien la tête d'ailleurs, avec 2 petits yeux là, voilà, ici, hein, la tête et le corps. Ok. Pourquoi ce petit ver que je vous montre ici de manière un peu statique, et c'est dans la rubrique Dernières nouvelles des sciences, est très très intéressant parce qu'il pourrait peut-être offrir des solutions inattendues pour l'homme dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Vous connaissez peut-être l'expérience qui est fabuleuse. Si vous ne la connaissez pas, écoutez-la bien. Vous avez des scientifiques qui ont pris ce Dugésia, hein, japonica, il vit au Japon, vous avez son nom. Ils ont pris un Dugésia, ils l'ont mis, ils ont répété l'expérience plusieurs fois, donc je vous résume, je dirais, avec un individu. Ils mettent le Dugésia d'un côté de la table d'expérimentation. Il y a un pont à passer qui est très lumineux. Il balance une lumière forte sur ce pont. Et en face du pont, dans l'expérience de ce ver, il y a du foie. Le foie, qui est la nourriture préférée de ce Dugésia, si jamais on devait lui proposer. Évidemment, le Dugésia ne traverse jamais le pont dans un premier temps pour aller manger le foie, car il a horreur de la lumière forte, qui est un signe de danger très très puissant pour lui. Hein. Mais petit à petit, la faim le tiraillant malgré tout, il va petit à petit avancer, traverser le pont malgré la lumière très forte et aller manger le foie. Grosse habituation. Il faut plusieurs jours, hein, quand vous êtes un expérimentateur qui attendait de voir si quand même, face au danger que représente la lumière, le Dugésia va traverser le pont vers sa nourriture. Une fois qu'il est arrivé au bout, vous lui coupez la tête. Vous la jetez. Vous gardez le corps d'un côté. Au bout de 15 jours, un peu comme avant avec l'hydre, mais ce n'est pas le même animal, c'est un ver plat ici, la tête va repousser, hein, du Dugésia. Et vous la remettez tout de suite, cette bestiole-là, sur le pont. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la foulée, elle traverse et elle va manger le foie. Ça paraît rien dit comme ça. Mais ça veut dire que vous avez là un animal privé d'une tête qui vient de se rappeler, bien sûr, nous le voyons là face à nous, qu'elle peut traverser le pont sans danger une fois que la tête a repoussé. Autrement dit, cet animal-là a gardé en lui la mémoire de quelque chose qui ne paraît plus dangereux, en tout cas pour au moins aller jusqu'à sa nourriture. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on ne comprend pas vraiment comment s'organise le système, non pas nerveux, mais à minima les cellules et la mémoire, quelque part, hein, derrière tout cela, en termes cognitifs, de ce petit ver japonais qui ne la perd pas, vraisemblablement, cette mémoire, alors qu'il a perdu la tête. D'où, vous l'avez compris, une transposition très intéressante pour les scientifiques à éventuellement une application humaine pour les dégénérescences dues à Alzheimer ou d'autres maladies pas très éloignées. Dans la catégorie, tranquillement pour aller vers le bouclage de cette rencontre, de ces dernières nouvelles des sciences, vous avez là des manchots empereurs, hein, des manchots que vous connaissez bien, royaux en l'occurrence. Là. Ils ont quelque chose d'intéressant. Regardez dans le cycle de vie d'un manchot. D'abord, vous êtes un couple parfait. Hein. Généralement, les manchots vivent toujours en couple et ne pondent qu'un œuf en même temps pour la femelle. Et le couple suit l'œuf tout au long de sa vie d'œuf. Et ensuite, bien sûr, le petit n'est jamais laissé de côté. Vous avez là, par exemple, le moment où ils le nourrissent, ce petit. En réalité, quand vous êtes un manchot, la mère part généralement pendant 15 jours chercher des vivres en mer, donc se remplit de calmars essentiellement et de poissons, qui est une nourriture qu'elle pourra donner à son petit. Mais il arrive un cycle de mère qui part, de père qui part, de mère qui part, de père qui part, alors que l'œuf est en train d'être couvé par l'un ou par l'autre en attendant, il arrive que la mère ne revienne pas quand il faut en réalité, et que ce soit au père de nourrir finalement le bébé qui est là quand l'œuf s'ouvre au moment où la mère, vous l'avez compris, est en mer pendant plusieurs jours. Généralement, elle ne revient pas. Et ce qu'on vient de noter quand on est un biologiste, il y a peu de temps, c'est que le manchot empereur mâle est capable de régurgiter
dans la gueule de son petit, de la nourriture qu'il a à l'intérieur de son corps depuis 15 jours, c'est-à-dire qu'il est allé prendre 15 jours avant en mer, donc du calmar et notamment, qui a macéré pendant 15 jours à 37 degrés dans son corps, mais qui est fraîche comme si vous vous rendiez demain matin chez le poissonnier. Et ça, les scientifiques n'ont pas compris. Comment se fait-il qu'un manchot empereur soit capable de régurgiter une nourriture qui a passé 15 jours dans son estomac sans aucune bactérie qui n'a attaqué cette nourriture-là? Eh bien, en réalité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes de molécules, la sphénicine. Vous l'avez là. C'est une molécule antimicrobienne qui est une protéine à l'intérieur du corps naturel du manchot empereur qui fige et qui endort totalement les bactéries. Et ça, c'est très intéressant, cette molécule, parce qu'on est en train de la synthétiser dans des laboratoires, de manière notamment à ce qu'elle puisse annihiler la problématique du staphylocoque doré, par exemple, qui peuvent, parfois, ces staphylocoques, embêter dans les hôpitaux les gens. Donc on peut avoir comme ça une sphénicine qui serait inoculée d'une manière précise par des médecins, qui ferait que toutes les bactéries un peu dures qui peuvent attaquer le corps, notamment lors d'opérations de séjours un peu complexes, puissent être bloquées et endormies par ce qu'on vient de trouver dans l'estomac d'un manchot empereur. Ça marche aussi pour des problèmes aux yeux, parce qu'il y a beaucoup de liquide lacrymal très salé dans nos yeux, comme ça se passe là-bas au niveau marin, et cette sphénicine apparemment pourrait aussi nous permettre de nous soigner de problèmes oculaires importants par rapport au côté présence de sel également dans nos yeux et dans ce corps. Donc c'est une promesse de la science intéressante qu'on vient de sortir là. Et alors parmi les animaux les plus étudiés, vous le savez, autrefois c'était les petites souris blanches, qui sont toujours des objets, alors avec un problème éthique parfois, mais très, très important dans les laboratoires. Mais le rat taupenu, aujourd'hui, qui est un animal bien connu des enfants, parce que justement, il est tellement moche qu'on l'adore, généralement, ou qu'on aime se moquer de lui. Le rat taupenu que vous avez là, pourquoi est-ce qu'elle est géniale, cette bestiole? C'est parce qu'en fait, ce rat-là, étonnamment, vit 10 fois plus longtemps qu'une souris traditionnelle. Ce qu'on ne comprend pas à taille égale. Comment ce petit rat qui vit dans des terriers au Kenya est capable d'atteindre l'âge de 30 ans, alors qu'une souris ou qu'un rat, habituellement, c'est 3 ans. C'est la même famille, avec une dérivation génétique, effectivement, il y a un moment, mais 10 fois plus vieux que les correspondants du même grand ordre en Europe. C'est un truc qui ne fonctionne pas trop. Ce rat taupenu n'est jamais malade. Ce rat taupenu ne ressent quasiment aucune douleur. Vous pouvez le brûler, vous pouvez le piquer, vous pouvez le maltraiter, mais il ne se passe rien pour lui. Il n'a jamais de cancer. Ce qui est très rare. Vous savez, il y a beaucoup de végétaux et quasiment tous les animaux sur la planète ont des cancers, potentiellement, comme les hommes, mais les autres animaux aussi. Ce rat taupenu n'a pas de cancer, n'a pas mal, est capable de vivre pendant des jours privé d'oxygène, avec finalement du glucose qui ne va pas être synthétisé de la même manière, il va lui synthétiser du fructose. Bon, et bien là, on ne comprend pas tout, mais on étudie beaucoup ce qui se passe du côté du rat taupenu, parce que justement, c'est un surdoué dans son espèce qui a une manière de vivre et surtout une résistance hors du commun. C'est le véritable rat de laboratoire de demain. Alors cette histoire, elle est intéressante pour qui s'intéresse aux langues. Il faut absolument que vous écoutiez très très bien ma proposition ici d'explication pour que vous la compreniez jusqu'au bout. Parce que je trouve qu'en termes linguistiques, c'est ce qui sort en tout cas des labos, il y a quelque chose d'intéressant en termes d'archaïsme de la langue. Ça peut nous concerner au premier chef quand on est un humain. En l'occurrence, on est chez des primates. Écoutez l'histoire. Vous êtes, ici vous l'avez en photo, un vervet vert d'Afrique de l'Est. Ok, il y a des groupes là-bas de vervets. Vous avez des vervets d'Afrique de l'Ouest. À l'opposé quand même sur la carte en réalité. Les deux, c'est important que je vous le dise, les deux grands groupes ne se sont jamais croisés. Ils ont un ancêtre commun il y a 5 millions d'années, des ancêtres communs il y a 5 millions d'années qui ont pu se fréquenter. 5 millions d'années. Ils ne se sont plus retrouvés entre-temps pour les individus qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc vous l'avez compris, vous êtes en Afrique, vous avez un grand groupe de singes vervets d'un côté, et à des milliers de kilomètres, un grand groupe de singes vervets de la même espèce, mais enfin dans un autre endroit de l'Afrique. On se concentre sur un des deux. Ici, vous êtes en Afrique de l'Est. On vous avez près de vous, vous connaissez peut-être cette histoire récente en termes d'études scientifiques, vous avez un serpent près de vous. À ce moment-là, quand vous êtes un singe vervet d'Afrique de l'Est, vous criez un mot particulier dans votre langage simiesque, on va dire que vous émettez un cri, une communication, le langage qui est le vôtre, qui fait comprendre à l'ensemble du groupe qu'il y a quelque chose de rampant. Et tout le monde se fiche sur place, même s'ils n'ont pas vu le danger arriver. Autrement dit, le mot semble indiquer l'endroit d'où vient le danger. En l'occurrence, il vient du sol, il faut se figer. L'équivalent d'un serpent. Ok, c'est un vocabulaire particulier, entre guillemets, en communication animale, que les singes vervets ont pu développer là-bas. Il y a maintenant un léopard qui arrive. À ce moment-là, il va y avoir un autre cri,
toujours dans cette communauté qui va être émise par quelqu'un qui monte la garde. Et à ce moment-là, tous les singes vont monter dans un arbre pour échapper à ce qui semble être une autre attaque qui n'est pas celle d'un serpent, mais d'un animal qui peut poser un autre tort. Donc il faut aller... On comprend en tout cas à ce cri-là, vous l'avez compris en termes de langage, que c'est déjà une alerte différente. Ça fait déjà 2, ce qui est beaucoup en termes cognitifs pour un langage animal. Ce n'est pas simplement un cri d'alerte. On dit également d'où vient la source du danger. Si vous avez un aigle qui au-dessus de vos têtes va planer, il va y avoir un 3e cri particulier que vous allez émettre en montant la garde qui va faire prendre aussi une position particulière au groupe. Ça, c'est énorme en termes cognitifs. Être capable, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais quand vous êtes un animal, de désigner au moins par 3 cris différents la source d'un danger différent, c'est particulièrement puissant. Mais maintenant, regardez ce qui se passe quand vous allez de l'autre côté de l'Afrique. Vous avez les mêmes espèces, mais qui ne se sont pas croisées depuis 5 millions d'années. Il y a un serpent près d'eux. Eh bien, vous avez le même cri pour indiquer que la source vient du sol. Vraisemblablement, tout le monde se fige, alors qu'on ne s'est jamais rencontré. Si vous êtes toujours à cet endroit, vous avez un guépard. Vous avez encore un cri, et c'est le même cri qu'ils ont en face. Mais là-bas, vous n'avez pas d'aigle. Quand vous êtes de ce côté de l'Afrique, il n'y a rien qui arrive au-dessus de vos têtes et qui vous fait peur depuis des millions d'années. Il n'y a pas de prédateur qui vous oblige, en tout cas, à vous cacher quand il se passe un truc au niveau du ciel. Par contre, les scientifiques ont envoyé des drones qui font peur. Et à ce moment-là, quel est le cri qui sort de la bouche du singe quand un drone s'approche d'un peu trop près? Exactement le même cri que ceux que font les autres depuis des millions d'années quand c'est un aigle. Alors que là, il n'y a jamais eu d'arrivée de prédation par le ciel. Ce qui fait dire aux scientifiques que cette histoire est passionnante quand on remonte, on va dire, à l'archaïsme, à la génétique, à l'ancrage d'une linguistique, d'une langue, d'un système de communication archaïque qui va sortir à un moment donné avec des choses très similaires, qui sont donc ancrées quelque part dans un fonctionnement et dans une évolution, alors qu'on l'a compris, on n'avait pas d'animal qui nous gênait à ce moment-là. Alors les singes sont très très étudiés encore, bien sûr. Vous avez les bonobos d'un côté et les chimpanzés. Les bonobos, on vient de voir, et ça c'est très récent, notamment ici au Congo, que ce sont les seuls animaux, les seuls singes qui sont capables de pactiser, de bien s'entendre, de s'épouiller, de passer du temps ensemble avec des tribus qui ne sont pas la leur. Ça se fait très très peu. Les chimpanzés, par exemple, ne se mélangent jamais entre groupes. Mais c'est très récent, on vient de voir des bonobos qui sont capables d'aller avec d'autres groupes d'à côté et puis passer du temps ensemble, 20% de leur temps avec un groupe à côté. Ça ne se fait jamais dans le monde des singes. On reste toujours dans son groupe, on se méfie vraiment des autres, même si c'est la même espèce. Là, pour la première fois, ils pactisent pour rien. C'est ça qui étonne les scientifiques. Il n'y a pas un truc en retour. Il n'y a pas un gain sexuel. Il n'y a pas un gain de nourriture. Il y a un moment passé ensemble, 20% de son temps. On vient de le découvrir. C'est je dirais, l'étude est récente. Mais on peut, semble-t-il, être beaucoup plus proche d'autres personnes quand on est un humain, et en l'occurrence d'autres primates, qu'on ne l'avait pensé jusqu'à présent, de manière comme ça également très sauvage. Et puis pour ce qui est des chimpanzés, on vient de comprendre qu'ils étaient très, très, très stratèges. En l'occurrence, ils montent sur des buts et puis ils arrivent un peu à voir combien les adversaires sont en face pour essayer d'avoir des stratégies ou pas de confrontation. C'est la première fois qu'on voit chez un animal la capacité de monter sur une butte, en l'occurrence c'est le chimpanzé qui le fait, de regarder combien sont les adversaires en face, généralement un autre groupe de chimpanzés, mais on s'entretue si on se croise. Et en fonction du nombre, en fonction de la puissance qu'on évalue, en fonction du son, si on ne les voit pas, on revient en arrière, on fait des petits débats dans le groupe pour savoir si ça vaut le coup d'aller au conflit pour éventuellement étendre son territoire. Mais c'est la première fois qu'on note dans l'univers animal, voilà, ce repérage, cette stratégie quasiment militaire pour savoir quel est le gain, le bénéfice ou pas d'aller au contact. Ça, c'est les chimpanzés qui le font. Puisqu'on était dans le milieu humain, je vous le mets quand même, vous savez qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les bébés en ce moment. Bien sûr, le primate, on est dans cette sphère-là avec lui. Alors, simplement vous dire, là, que c'est une des dernières découvertes aussi, l'hexadécanal. L'hexadécanal, c'est, vous savez, cette odeur qu'ont les bébés. Vous avez déjà tous senti la bonne odeur de bébé. On aime bien mettre, quand on se rappelle de ça ou quand on en a à la maison, le nez sur le crâne d'un bébé. Il y a une odeur particulière, l'odeur de bébé, qui va le perdre ensuite. Cette émission olfactive va être perdue, il ne va plus sentir le bébé comme avant. Bien, on a compris que c'était en fait, évidemment, des molécules olfactives qui s'échappent de son crâne, hexadécanal, c'est leur nom, qui va rendre la mère agressive et qui va calmer le père. Quand on vous fait passer un IRM et qu'on regarde un petit peu comment ça fonctionne de manière hormonale, lorsque vous sentez le crâne d'un bébé, quand vous êtes une femme, il y a des choses qui s'agitent. Donc vous êtes sur vos gardes, il se passe un truc qui vous met en alerte. Quand vous êtes un homme, au contraire, sentir le crâne d'un bébé, même si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui quand on rend visite à quelqu'un, mais les scientifiques le voient, ça nous calme.
Et ça, évolutivement, c'est bien pensé. Et évidemment, ça a été gardé pour cela. Et par la sélection naturelle, ça veut dire que les hommes qui étaient beaucoup plus enclins à faire des parricides dans des moments beaucoup plus sauvages de l'histoire des primates que nous sommes devenus, eh bien, il fallait bien sûr calmer l'homme et il fallait rendre la mère agressive pour qu'elle soit en alerte. Ça, c'est le côté très primaire de l'évolution humaine qu'on ressent encore quand on sent un petit bébé. Tranquillement, on finit cette rencontre avec juste une petite image, vous dire que ça aussi c'est quelque chose qu'on vient de découvrir dans le milieu scientifique il y a peu de temps, puisque dans le bouquin que j'ai commis, il y a des choses sur les animaux, il y a beaucoup de choses sur les hommes, il y a des choses sur le cosmos, il y a des choses sur l'histoire, là j'ai pris l'angle animal avec vous, mais on sait qu'on a perdu, vous et moi, une balle de tennis en termes de centimètres cubes dans notre cerveau depuis quelques milliers d'années. Entre 30 000 ans et 6 000 ans, on ne sait pas trop. Mais il s'est passé un truc dans l'histoire de l'homme, qui fait, et de la femme évidemment, mais qui fait qu'on a perdu l'équivalent, c'est quand même pas rien, en termes de masse, d'une balle de tennis, en termes de masse cérébrale, vous et moi, dans notre cerveau, depuis 30 000 à 6 000 ans. On n'est pas remonté plus loin, et puis on sait que ça se passe à peu près là. Alors qu'est-ce qui fait que vous et moi avons perdu en capacité cérébrale en centimètres cubes? On sait que les femmes ont un cerveau moins lourd et moins volumineux que les hommes, 1350 cm3 pour les femmes, c'est 1500 pour les hommes. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, évidemment, la taille du cerveau. C'est les connexions neuronales, etc. Mais là, on a quand même perdu, vous et moi, une balle de tennis à l'intérieur de tout ça. En gros, nos ancêtres avaient des cerveaux beaucoup plus gros, d'une balle de tennis de différence. Qu'est-ce qui aurait pu faire perdre, d'après vous, ce qu'en pensent alors les archéologues, mais les paléontologues notamment, de cette perte de masse cérébrale chez l'humain, qui n'est pas moins intelligent, évidemment, et on a vu qu'il n'y avait pas de rapport direct, mais enfin, qui a fait perdre cette masse cérébrale à l'homme? La tête s'est transformée de fait un peu, mais il y a quelque chose qui doit être à l'origine de cette perte de masse cérébrale que nous avons, vous et moi, alors qu'on n'a jamais été évidemment aussi brillant en termes de capacité à inventer des choses, quand on remonte évidemment à Cro-Magnon, à Néandertal ou même en Mésopotamie. Voilà. Qu'on aime ou pas ce vers quoi on a avancé, l'homme a quand même fait des avancées techniques, technologiques incroyables. Alors pour le plus mauvais parfois, pour le meilleur aussi, mais on ne peut pas douter de cela. Alors a priori, je vous donne l'info, ce qui ressort aujourd'hui avec des études qui sont encore un peu travaillées par certains cortèges, je vous le disais, surtout de paléontologues et d'anatomistes, c'est le fait d'avoir externalisé les choses. Le fait d'avoir inventé l'écriture, ou du moins d'avoir vu l'écriture se diffuser, notamment avec la Mésopotamie, les premières écritures évidemment. Donc on a externalisé un savoir. Et puis aussi, on a eu des tâches qui ont été divisées quand on a construit les premiers villages, qu'on a eu les métiers qui se sont multipliés avec des tâches particulières, avec des personnes qui avaient dans leur vie quotidienne des choses précises à faire qui n'étaient pas celles pour une communauté toujours, mais avec des choses comme ça très segmentées. Et bien, au moment où l'homme a externalisé un savoir, par l'écriture notamment, et lorsqu'il a divisé le travail, eh bien, il semblerait qu'il ait eu une perte de masse à cause ou grâce à cela. Au niveau cérébral, vous imaginez avec les tablettes, les écrans, ce qui nous attend. Alors on va avoir un tout petit cerveau plus tard, puisqu'on externalise énormément aujourd'hui, bien sûr. Mais ce n'est évidemment absolument pas, je le précise, à mettre en lien avec l'intelligence. Bon, juste parce que vous en avez à la maison, c'est un détail. Vous savez que les chiens, on a repéré ça aussi dans les études récemment, ça nous avait un petit peu échappé, ont deux muscles différents par rapport aux loups dont ils descendent au niveau des sourcils qui leur permettent d'avoir ce regard apitoyant. Ça veut dire que si un chien est capable de vous apitoyer comme ça en faisant de grands yeux et les sourcils qui se plient, le loup, son ancêtre direct, n'en est pas capable. Dans l'évolution, et là on sait que c'est l'homme qui a sélectionné des animaux qui étaient capables vraisemblablement de leur faire les yeux doux, et donc du coup les chiens aujourd'hui savent faire les yeux doux pour voir ce qu'ils veulent. Mais par rapport au loup, c'est assez magique, il y a deux muscles différents ici, en tout cas particuliers et supplémentaires, que le loup n'a jamais eu, que le chien a désormais, et on sait que c'est pour rentrer comme ça en communication avec l'humain en lui faisant un regard de chien battu, qui pour ceux qui ont des animaux, ceux qui ont des animaux connaissent bien. Et enfin, je termine avec cela, c'est la dernière. Vous dire que là aussi, dans la science, c'est particulier. On pensait bien sûr tout savoir sur des animaux aussi communs qu'un zèbre. Eh ben non, il y a peu de temps, en fait, au regard encore une fois de l'histoire, qu'on comprend pourquoi le zèbre a des rayures. Paraît tout bête quand même, une robe aussi particulière dans la savane. Alors on a compris bien sûr que ce n'était pas une question de température, chaud-froid, ce n'était pas pour se protéger de la vision des fauves entre chien et loup, le truc un peu gris là pourrait marcher, non, ils les sentent de loin. En réalité, on sait aujourd'hui, de manière ferme,
que si le zèbre a des rayures, c'est parce que ça permet de complètement brouiller la vue des insectes piqueurs, notamment des taans ou des mouches, tsetse et autres, qui fait que lorsque ces insectes-là s'approchent de la robe de cet animal, ils sont complètement perturbés, ils n'arrivent pas finalement à s'arrêter au bon moment sur le cuir de l'animal. D'ailleurs, la plupart du temps, ils le percutent et ils sont renvoyés en arrière, ou ils loupent complètement l'animal qui sont potentiellement venus piquer. Alors, on sait que le zèbre a développé sans doute évolutivement cette robe un peu perturbante là, au niveau de l'effet d'optique que ça provoque pour ces animaux piqueurs, parce que justement, il a une peau très très fine, avec des vaisseaux sanguins qui sont très proches derrière. Hein. Donc, s'en prémunir est intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au Japon, vous avez un métier qui est celui-ci, qui est de peindre tous les matins des vaches en zèbre. Hein, c'est un métier comme un autre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller au Japon pour le faire. Il faut 5 minutes par personne pour arriver à peindre un animal comme ça. Alors ça paraît bête de peindre des vaches avec des rayures identiques à celles des zèbres, mais en réalité, eh bien, vous l'avez compris, c'est très malin, hein, puis ça permet de ne pas multiplier les pesticides, d'avoir des animaux qui sont beaucoup moins embêtés par des insectes là-bas dans les champs, donc ils produisent à équivalence de lait que quand ils ne sont pas stressés justement par des insectes piqueurs. Et en l'occurrence, ça permet d'avoir beaucoup moins d'intrants qui peuvent causer des problèmes évidemment à la faune et à la flore environnante. Donc ça paraît rigolo, mais c'est pas con d'avoir cette idée-là. Alors en guise de conclusion, simplement, puisque j'ai commencé avec cette histoire de faune qui disparaissait, moi j'ai essayé comme ça pendant 1 heure de vous montrer quelques mécanismes que je trouve fabuleux dans le vivant, parfois un peu gore, un peu spéciaux, un peu bark, pas toujours appétissants, mais qui vous montrent à quel point justement le vivant est ingénieux, le vivant est complexe, le vivant est fragile, le vivant est terriblement intéressant quand on regarde un peu avec des lunettes particulières, ce qui est parfois moins visible que ce qu'on a de manière exposée traditionnelle autour de nous. Et regardez quand même à la fin, vous dire qu'effectivement aujourd'hui, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires, hein, vous le savez, c'est-à-dire que sur les 9 limites, il y a le climat, hein, bien sûr, qui est dépassé maintenant par rapport aux courbes qu'on prend, vous l'avez là, le changement climatique. Nous, on n'a parlé que d'un de ces cycles-là, hein, c'est celui de la biosphère, qui est, avec cette explosion de vivants qui disparaît. Hein. On n'a parlé que de cela là, mais j'aurais pu vous parler des 6 autres, enfin des 5 autres, en l'occurrence, limites planétaires qui sont déjà dépassées. Autant dire que ça ne va pas super bien hein, en termes de santé de la planète, mais ça, vous le savez. Mais néanmoins, rappelez-vous, quand on était, pour certains dans la salle ici, bien sûr, plus jeunes, en l'an 2000, nous, on se projetait sur ça. Hein, rappelez-vous, on disait en l'an 2000, il y aura des voitures volantes. Rappelez-vous quand vous étiez jeunes, hein, en tout cas, bon, quels que soient nos âges, il y avait ce côté futur. Ça va être étonnant, ça va être bizarre, ça va être chouette, ça va être déconcertant, quoi, des voitures volantes. Ça revient souvent hein, dans les sondages. Aujourd'hui, le futur des jeunes qui sont autour de nous, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que la projection, qu'on le veuille aujourd'hui ou non, on le vit tous. Il n'y a pas besoin d'en faire plus sur ça, mais autant nous qui parlons au micro, on se projetait sur des choses merveilleuses, ou en tout cas qui pourraient nous étonner, autant aujourd'hui, la plupart d'entre nous, et surtout les plus jeunes qui doivent se construire une vie, se projettent sur des choses pas terribles, hein, au moment où au même âge on faisait nous autre chose. Alors évidemment, on peut tomber dans l'anxiété totale et qui va nous scléroser. Hein. C'est le coup de l'ours sur sa banquise. Hein. On sait que c'était très mal joué aujourd'hui en communication, hein, d'avoir communiqué pendant des années sur le changement climatique en nous montrant des ours qui étaient complètement en train de dépérir sur leurs morceaux de glaçons qui fondaient, et nous ici en Europe qui étions la cause de ça, mais que faire quoi? On n'a pas prise avec lui, il est super loin, c'est à cause de mon robinet que je coupe pas, quoi, la voiture que je prends, que lui meurt là-bas. Bon, il y avait un biais cognitif important qui fait que la projection ne se faisait pas, et mieux ça nous sclérosait, du coup profitons-en, quoi. Là, aujourd'hui, on sait qu'il faut revenir à un autre récit. Hein. La plupart des biologistes d'abord, hein, puis ceux qui sont au courant de ces choses-là, puis des activistes bien écologistes bien plus performants encore quand il s'agit comme ça d'être un peu radical sur des choses, disent qu'il faut changer de récit. Tout n'est pas perdu, évidemment. Demain peut être très beau. Vous savez que le GIEC, qui pourtant nous pond des rapports incroyablement alarmistes à chaque fois, hein, dans son dernier rapport, met que l'avenir est très contrariant, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il est encore temps de faire des choses, vous le savez. Hein. C'est le GIEC qui le dit. Hein. Il est encore temps de faire des choses pour avoir des lendemains vivables, hein, durables, qui peuvent être acceptables pour l'homme. Alors évidemment, là on l'a vu, hein, moi j'aime ce type d'image-là, c'est-à-dire ce côté regard d'enfant qu'on peut garder, ce côté connexion à la nature qui peut être permanent, puisque évidemment on a tous vécu des moments comme ça quand on était jeune, c'est-à-dire il y avait à la fois un rapport très simple aux choses, il y avait à la fois évidemment les mains dans la terre, ne pas avoir peur de se salir, essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et
moi, si j'avais un seul petit combat personnel hyper égoïste, mais alors pour le coup, au ras des pâquerettes au sens premier du terme, ce serait ça, quoi. C'est de se dire à quel point on pourrait rester en connexion avec ce vivant, essayer de mieux le comprendre, en revenant avec cette idée que quand on comprend, on aime, et quand on aime, on veut protéger naturellement. C'était ce que je voulais vous proposer dans cette conférence, et je vous remercie de votre attention. Alors, ne vous obligez pas à applaudir. Par contre, obligez-vous à vous lever. Levez-vous. Croyez que c'était fini, il y a toujours un deuxième effet avec moi. Levez-vous, je vous en prie. Levez-vous. Voilà. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, ne vous inquiétez pas. Je le disais, cette conférence était l'occasion, alors j'ai horreur de faire de la pub, ne le prenez vraiment pas pour ça, d'autant plus que je vous l'offre, vous voyez, c'est encore plus simple. J'ai commis cet ouvrage, ce livre que vous pourriez vous procurer si ça vous intéresse, donc c'est pas des salades, il y a 150 histoires comme celle qu'on vient de raconter, il y en a beaucoup plus, je crois que ça a 8 heures de lecture environ. Il y a cet ouvrage que j'ai commis, que je vous propose de vous faire gagner, mais évidemment pour vous le faire gagner, il faut rester debout jusqu'au bout, c'est-à-dire être celui ou celle qui s'assiera le ou la dernière, et qui aura répondu bon jusqu'au bout au petit quiz que je vous présente maintenant. Vous êtes enjoués? Ça va, je vous fais gagner un joli cadeau. Alors, on va voir ce que vous donnez, et à chaque fois que quelqu'un répond faux, il s'assiera. Exemple, 2 propositions à chaque fois. Soit vous levez la main parce que vous considérez que c'est la réponse qui vous convient, soit vous attendez la deuxième proposition, vous la levez après. Bref, ceux qui ont la main levée, qui ont la bonne réponse, par exemple, restent en place. Ceux qui ont la mauvaise réponse, à chaque fois, s'assoient, vous avez compris, restent debout à la fin. Ceux qui, depuis le début, ont bon, remportent le bouquin. Exemple. Pourquoi les T-Rex avaient de si petits bras? Alors, on reste un peu dans ce quiz final, à la fois sur uniquement maintenant des questions animales, et ça va plaire à certains. Nous allons ensuite aller directement sur des questions d'histoire. De la petite histoire dans la grande histoire des hommes. Parce que dans ce bouquin, je raconte aussi beaucoup d'histoires qui sortent de l'histoire animale pour raconter des trucs un peu spécifiques, souvent avec les dernières recherches qui sont au milieu de tout cela. Pourquoi le T-Rex avait de si petits bras ridicules par rapport à la morphologie, vous avez vu, très impressionnante de cet animal? Est-ce que c'est parce qu'il n'aimait pas tant que ça le chocolat, en fait? Ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient des petits bras pour ne pas se les dévorer entre eux lorsqu'ils faisaient des festins communs? Qui dit que les T-Rex ont de si petits bras parce qu'ils n'aimaient pas le chocolat? Okay. Qui dit pour ne pas se les dévorer entre eux lors d'un festin? Levez la main très haut, très haut. Osez, si vous levez la main, vous la levez. Si vous jouez, vous ne jouez pas. Hein. Si vous jouez, vous la levez très haut. Effectivement, c'était ça, mais c'était juste pour voir si vous aviez compris le principe. Donc, personne ne s'assoit. À partir de maintenant, s'asserront ceux qui se trompent. Et levez la main de manière très forte. Hein. On vient d'apprendre que les chevaliers du Moyen-Âge, pour la plupart, en tout cas surtout ceux qui venaient des pays anglophones, étaient entraînés à résister à de l'huile bouillante. Ça veut dire qu'avant de les envoyer au combat et avant de les sélectionner en tant que chevaliers, on leur faisait passer des tests, on l'a appris il n'y a pas longtemps, de résistance à l'huile bouillante. Ou est-ce qu'ils étaient bien souvent à cheval sur des demi-poneys ou pas très loin, et en fait bien loin des grandes montures sur lesquelles on les représente parfois, qui répondrait qu'on leur faisait passer des tests de résistance à l'huile bouillante? 1, 2, ok, 3, 4. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Ça, vous avez perdu, asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, les autres non, restez debout les autres. Uniquement ceux qui ont dit bouillant. Non, ceux qui ont dit bouillant, vous vous asseyez. Vous ne pouvez plus répondre, monsieur, vous asseyez. Vous restez debout, vous. Ceux qui avaient levé la main à l'instant, voilà, c'était pour éclaircir les rangs tout de suite, déjà là-bas au fond. Bien. Effectivement, on l'a su. Alors l'huile bouillante, en plus, vous le savez, c'est généralement pas ce qu'on jetait par-dessus les contreforts. Hein. C'était de l'eau bouillante quand il le fallait. L'huile était tellement précieuse, et encore, c'était pas tant que ça. Oui, on a découvert beaucoup de chevaux archéologiquement dernièrement qui nous ont montré que c'était quasiment des demi-poneys, voire des poneys. Ils étaient beaucoup plus maniables et résistants en termes de longueur de course, hein, sur lesquels les chevaliers pouvaient monter. La firme Pepsi-Cola a été, durant quelques années, elle a été quoi, la firme Pepsi-Cola? La 7e puissance militaire au monde, ou la plus grosse acheteuse officielle de cocaïne au monde. Pendant plusieurs années, c'est pas Coca-Cola, hein, c'est Pepsi-Cola, hein, l'autre, hein, a eu ce rang étonnant de 7e plus grande puissance militaire du monde, ou de plus grosse acheteuse de cocaïne. Qui dit puissance militaire mondiale? Plus grande puissance militaire au monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui dit plus grosse acheteuse de cocaïne au monde? Vous asseyez toute la cocaïne. Hop.
On reste avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont encore en vie, sachant effectivement que c'était un échange avec l'URSS en réalité. L'URSS, il y avait échange vodka contre coca, et à un moment donné, quand l'URSS n'a pas à l'époque pu payer en vodka, ils ont payé en armement, avec un armement incroyable qui a été donné à Pepsi Cola, qui pendant quelques années a eu le plus gros armement, 7e, plus gros armement au monde, truc dont ils n'ont pas pu faire grand-chose, ils l'ont revendu derrière, mais c'était le cas, ils étaient dans le classement officiel des plus grandes forces militaires de l'histoire à un moment donné. Quel phénomène naturel, ça va vite être clairsemé, vous inquiétez pas, vous n'êtes plus que 6, aurait pu être à l'origine, on l'a découvert récemment, de la catastrophe du Titanic. Est-ce que le Titanic aurait pu couler, en fait, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une météorite qui avait percuté l'arrière du bateau? Ça, on s'en est aperçu il y a peu de temps. Ou alors, est-ce que le Titanic a pu couler à cause d'une aurore boréale qui s'est passée ce jour-là, pour ne pas dire cette nuit-là, qui répond, on s'est aperçu qu'il y avait des impacts de météorites. Personne. Qui répond aurore boréale? C'est dur ça. C'est effectivement aurore boréale. C'est très rare qu'à ce moment-là de la partie, il y ait encore des gens debout. Hein. C'est la première fois que je fais ce quiz, mais c'est très rare. Oui, on s'est aperçu que ça a pu, une aurore boréale, qui a pu complètement perturber les instruments de navigation par rapport aux champs électromagnétiques et que ça aurait pu être une des raisons, à un moment donné, de percussion. En 1907, ça s'est passé sur la place Saint-Nicolas à Bastia, comme à Paris, d'ailleurs dans tous les cafés de France. Vous avez les garçons de café qui ont fait une grève historique. C'est la première fois qu'on faisait une si grande grève générale de garçons de café au début du siècle. Pour quelle raison avait-on fait grève à l'époque? Pour avoir le droit de porter un nœud papillon. On voulait aussi, en tant que garçon de café, avoir le droit de porter son nœud papillon au travail, et on a fait grève pour ça. Ou est-ce que c'est pour avoir le droit de porter sa moustache, et une moustache en l'occurrence, qui a eu cette grève? Qui répond que les garçons de café de la France entière, en 1907, ont fait grève pour avoir le droit de porter le nœud papillon? La moustache? Vous êtes dur, hein? C'était bien la moustache. Ils ont eu le droit de porter la moustache qui, vous le savez, était autrefois impossible à porter quand vous étiez un garçon de café parce que c'était uniquement la norme sociale. Des gens bien nés, les bourgeois avaient le droit de la porter. Les gendarmes, c'est jusqu'en 1935 qu'ils ont été obligés de porter la moustache. C'est l'inverse. Les gendarmes, à partir de 1935, ils ont eu le droit officiellement de se la couper, mais pas avant. Bon, mais puisque vous êtes dur, on va aller sur un truc comme ça. Tiens. À Taïwan, puisque dans ce livre-là, je parle aussi de choses qui concernent le monde contemporain. Qu'est-il désormais possible de faire avec ces défunts? C'est quelque chose qui a fait la une des journaux il n'y a pas longtemps. On peut désormais transformer ces défunts en diamants et les porter autour du cou. Autrement dit, on peut avoir sa mère, son père ou qui on veut malheureusement autour du cou en diamant. Ça ne coûte pas si cher que ça. Ou on peut les empailler et les garder, par exemple, à ses côtés à la maison, dans une position, ça se fait beaucoup sur le canapé, notamment assis avec la télécommande à la main. Vous payez aujourd'hui à Taïwan, vous pourriez aller avec moi demain matin si malheureusement nous avions un défunt parmi nous et demander à ce qu'il soit transformé en collier, le porter autour du cou en diamant ou alors l'avoir empaillé à la maison. Hyper bien fait au niveau de la taxidermie. Qui répond? Les transformer en diamant. Ni l'un ni l'autre, non quand même pas. Ok. Qui répond? Les avoir empaillés notamment dans son salon. Ah, voilà qui est intéressant. Nous avons une seule personne qui a répondu le canapé contre 5 autres. Eh bien, écoutez votre prénom. Arthur, vous pouvez vous asseoir. Non, il a perdu. Hein. Il a perdu. Désolé Arthur, d'autant plus que j'avais vu qu'Arthur était très, je dirais, fixé sur de manière géniale pour moi, parce que je voyais dans son regard l'intérêt sur la conférence. Il a perdu là, malheureusement. Oui, on peut transformer les cendres en diamants. Il n'y a pas beaucoup de travail chimique, en fait, par rapport à un corps qui est calciné. Il y a naturellement ce qu'il faut pour l'avoir ensuite autour du cou. Bon, ben là, je vais faire vite avec vous. Il n'y en a plus que 2. Hein. La dernière était une question de rapidité, au pire. Pourquoi est-ce que, ça aussi une étude l'a montré il y a peu de temps, ça fait l'objet d'un IG Nobel, hein, c'est l'équivalent d'un prix Nobel pour la recherche, à part que c'est un prix Nobel un peu rigolo, mais c'est un prix Nobel quand même. IG Nobel, hein, d'une catégorie particulière. Pourquoi les hommes ont-ils de la barbe? Ben, c'est tout bête, mais on a tous des poils. On en a autant qu'un chimpanzé. Hein. Environ 7 millions de poils, vous et moi, mais plus petits évidemment pour les hommes et les femmes, pour les humains que pour les primates voisins. Mais néanmoins, regardez, les femmes n'ont pas de barbe naturellement sur les joues. Vous n'en avez pas, les dames. Par contre, nous avons de la barbe qui pousse là. La science a essayé de comprendre pourquoi on avait de la barbe. Alors on a de la barbe pourquoi, nous les hommes? Depuis tant d'années, je parle d'évolution. Parce qu'elle nous permet de mieux résister aux coups de poing.
lorsque depuis tant d'années, nous avons été notamment les combattants quand il fallait partir se castagner, ou pour servir d'éponge à testostérone. On se rend compte qu'en fait, grâce à la barbe, il y a des émissions de testostérone qui permettent notamment aux femelles autrefois, aux femmes aujourd'hui, de rester un peu captées par ce qui se passe ici en termes d'effluve hormonal. Comme on peut avoir cette éponge un peu ailleurs pour qu'il descende en dessous de la ceinture. C'est pour ça qu'on a des poils ici, pour information. Peut-être, si c'était cette réponse, ou pas, si c'est la première, évidemment. Qui répond que les hommes ont de la barbe pour éviter les coups de poing trop violents? Qui répond, tentez le coup, qui répond que les hommes ont de la barbe? Une seule personne. Qui répond que c'est pour servir d'éponge à testostérone? Les 4 autres? Malheureusement, les 4 autres, vous vous asseyez. Et il n'y a qu'une seule personne qui a remporté la partie, qui est ma sœur. En plus, c'est vrai, mais je n'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est cette embrouille familiale? Donc, ma sœur... Oui, c'est gentil comme tout. Oui, tu pouvais l'offrir au dernier en le divisant par 4. D'autant plus que je viens de voir que ma sœur, qui est dans cette conférence, avait été aidée par mon fils, qui m'a assisté quand j'ai écrit le bouquin, qui a perdu dès la première partie parce que je n'ai pas dû te concentrer, mais qui a fait lever la main à sa tante après. Bon, vous aurez le cadeau. C'est effectivement ça, c'est tout bête, mais je vous le dis, si les hommes ont de la barbe, on le sait aujourd'hui, c'est pour amortir 20% d'un choc. En fait, quand vous avez de la barbe, il y a 20% d'un coup de poing qui est amorti, et en termes d'évolution, c'est sans doute pour cela. En tout cas, c'est la version qui est donnée aujourd'hui, qui a fait l'objet de l'étude récompensée. C'est parce que ça peut amortir pour celui qui va beaucoup plus au combat que la femme, qui, elle, n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on en aurait. Puisque ce bouquin a été gagné de manière complètement maladroite, avec de la triche quasiment consanguine dans cette affaire compliquée, je remets un second livre en jeu sur cette question de rapidité. Alors là, par contre, et jouer le jeu, parce qu'il y a 2-3 copains dans la salle aussi, je n'ai pas amené toute la famille, mais il se trouve qu'il y en a que je connais, avec qui je travaille parfois. S'ils ont la réponse, bien sûr, ne la dites pas, parce que ce n'est pas drôle, parce que vous n'auriez pas à chercher. Mais que je vous pose la question pour les autres, ceux qui ont déjà la réponse parce qu'ils m'ont entendu en parler dans un cercle privé, par exemple, ne venez pas ici maintenant. Ça, on s'en fout. Hop, c'était pas ça, c'est celle-ci. Tous les autres, vous pouvez y aller, vous regagnez un bouquin tout de suite, sans avoir besoin de passer par une case, je lève la main, si vous avez la réponse à cette question. Quelle est la particularité de la langue Nutchu? J'en parle dans l'ouvrage aussi, puisqu'on parle de choses un peu étonnantes comme ça que tout le monde ne sait pas. Alors voilà, tant mieux, si spontanément tout n'a pas fusé. Je vous explique le truc. Vous avez une langue. Elle est chinoise, c'est une langue qui appartient à la Chine en termes de grande région dans laquelle cette langue est née. Depuis au moins 7 siècles, cette langue existe là-bas, elle s'appelle le Nutchu, elle fait partie d'une province près de Wuhan, c'est un truc qui nous parle un peu pour un virus, mais il se trouve que bizarrement aussi la langue est là-bas, et une province très montagneuse, au sein de laquelle cette langue très particulière, à vous de me dire pourquoi, est née et aujourd'hui n'a a priori plus de locuteurs ou locutrices officiels, mais peut encore être lu sur des endroits, notamment archéologiques, qu'on a retrouvés. Et même récents, mais je veux dire du XXe. Quelle est la particularité, je fais plus simple maintenant, de la langue Nutchu? Allez-y. N'ayez pas peur, lancez vos mots comme ça, qui pensent. Dans la foulée, votre ouvrage sera dans vos mains. Dites-le. Voilà, elle ne se parle pas, non. Elle est chantée. Bonne idée, mais non. La langue Nutchu. Non, ce n'est pas une langue avec les gestes, ce n'est pas une langue écrite. Ce n'est pas ce qui en fait sa particularité. Elle a une essence même, c'est la seule au monde à être comme ça. Une belle histoire à raconter. Oh, n'ayez pas peur de dire de bêtises. Les trucs qui vous viendraient, qu'est-ce qui peut faire qu'une langue, dans un îlot comme ça, par exemple montagneux en Chine, a quelque chose de particulier pendant tant de siècles là-bas? Parlée par des milliers de personnes malgré tout, mais quelque chose de particulier. Elle est dansée. C'est beau, ça. C'est pas la réponse, mais c'est joli, par contre, comme proposition. Non, non, c'est pas une langue sifflée. C'est vrai qu'il y a pas mal de langues sifflées. Non, elle a autre chose de particulier, cette langue. Allez, soyez un peu inventifs. Même si vous avez peur de dire des bêtises, on s'en fout, on est entre nous. La langue Nutchu est parlée que par des femmes. Dans la salle, depuis tout à l'heure, il y avait 2 personnes qui avaient les yeux plus lumineux que d'autres.
Il y en avait une qui avait un peu plus de démodex, on l'a dit, sur les joues. Cette dame était aussi parfois un peu intéressée, je l'ai vu en tout cas parce qu'on a pu raconter, parfois on le voit quand on est de ce côté du micro. Eh bien vous avez bien raison madame, en fait, la langue Nutchu est la seule langue au monde qui n'a jamais été parlée que par des femmes, qui ne s'est jamais transmise que de mère en fille ou de grand-mère en petite fille. Aucun homme n'a jamais su ce que voulait dire la langue Nutchu. Aucun homme n'a jamais su la lire quand elle était écrite. En fait, c'était un îlot qui, entre femmes, avec ces petits mots qui se passaient généralement et qui étaient brûlés dans sa tombe quand on partait, on brûlait ses propres mots, ses propres lettres dans sa tombe pour que plus jamais on puisse avoir une description particulière qui soit faite par d'autres que des femmes. Donc en fait, c'était la langue des femmes. Et on pense que généralement, c'était pour, dans des endroits un peu compliqués, très machistes aussi, puis très ruraux, notamment en Chine de l'époque, eh bien, on puisse comme ça avoir une solidarité féminine à travers une langue que personne d'autre ne comprendrait que le sexe féminin. C'est très joli, hein. Cette langue-là, en tout cas, ça vous permet de remporter un ouvrage. Merci. Eh bien, écoutez, je vous salue, je vous remercie de votre attention et vous pouvez disposer en fin d'après-midi désormais. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. In cerca di scambiare a volte patrioti paroli a cristallo un sogno cittadella un buli a stanciare un'idea zitella di tempi fa